Cet après-midi, nous allons essayer de nous pencher à la fois sur des innovations, d'autres types de solutions, à partir du constat que nous avons fait ce matin et sur lesquels nous sommes revenus. Évidemment, nous aurons sans doute des débats assez proches, mais de venir donc sur les innovations, de venir aussi sur les innovations en matière de politique. Merci beaucoup. En matière de pédagogie, mais aussi en matière de politique. De quelle façon on peut progresser encore dans les politiques publiques pour essayer de réduire les inégalités dans ce domaine de la petite enfance. Les méthodes pédagogiques donc, les élus aussi, et puis les opérateurs. Et nous avons ici sur ce plateau, sur cette scène, 6 intervenants, 2 élus, 2 médecins, et puis 2 opérateurs directs. Et donc je vous les présente déjà, même si vous connaissez leur nom puisqu'ils étaient dans les programmes, mais je voudrais vous présenter Madame Mireille Massot, qui est donc la première vice-présidente du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, chargée de la petite enfance. À ses côtés, elle préside symboliquement cet après-midi une élue de terrain, elle aussi, puisqu'elle est première adjointe à Nancy, mais elle est là aujourd'hui, Madame Elisabeth Laitier, présidente du groupe de travail sur la petite enfance à l'association, l'AMF, l'Association des maires de France. Voilà. Donc elle parlera davantage, évidemment, sous couvert de son expérience nancéenne, mais du travail que l'AMF essaye de faire pour qu'il y ait partage des expériences au niveau national. Et puis alors, je disais, 2 médecins, 2 spécialistes des questions de pédopsychiatrie. Le professeur Antoine Gudnet, qui est au fond à gauche là-bas, voilà, qui est pédopsychiatre, psychanalyste, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris. Et puis le docteur Guillemette Pouget, qui se trouve à ses côtés, qui n'est pas pédopsychiatre, voilà, mais vous êtes médecin de l'éducation nationale, donc vous faites de fait un peu de pédopsychiatrie, j'imagine, de fait. Non, ah bon, je suis pas rassuré, non, je plaisante. Et alors, donc médecin de l'éducation nationale dans l'Isère, vous êtes chercheuse vous-même, au laboratoire des sciences de l'éducation de l'université Pierre Mendès France de Grenoble, et vous avez participé à l'équipe de Coniscience, je crois, qui a travaillé sur Parler Bambin, dont nous évoquions le cas ce matin. Et puis alors, 2 représentants des opérateurs directs, avec Benoît Ménard, qui est ici même, qui est le directeur général de l'UNIOPS, qui est l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux. Si j'ai bien compris, c'est un peu le syndicat, l'organisation un peu de lobbying de la dimension des opérateurs privés non lucratifs. Hein, on peut dire ça comme ça. On va dire ça. Bon, vous représenterez ça en détail. Et puis alors, les opérateurs privés à but lucratif, les crèches privées, par exemple, pour ne citer que celle-là rapidement. Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, qui est ici, et donc qui est lui-même président d'une entreprise, sur laquelle on reviendra, mais qui, là, interviendra au nom de sa fédération, le président de la Fédération des entreprises de crèches. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, Madame Massot, par les élus. D'abord, on avait ce matin évoqué, avec l'intervention de l'économiste Marc Durand, cette idée de rentabilité. Bon, alors évidemment, le terme est décrié, on considère que ce n'est pas une façon d'aborder les choses, que ça n'invoque pas la question des valeurs, mais tout de même, vous avez, quand vous êtes comptable des deniers publics, dans un conseil général qui n'est pas directement pourtant dans ses prérogatives chargées de la petite enfance, c'est plutôt les communes, vous avez une réflexion, vous, sur la notion d'investissement d'avenir dans le domaine de la petite enfance. Alors pourquoi les conseils généraux, selon vous, doivent s'y mettre et de quelle façon, quelle est votre approche du sujet? En appuyant sur le bouton, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous d'abord. En effet, vous avez bien fait de rappeler que les départements n'ont pas de compétences. Oui, mais ça me gêne, je louche quand j'ai ça devant les yeux comme ça. Je suis soucieuse de mon image, au moins. Et on vous entend bien aussi. Donc, je disais que vous avez souligné que les départements n'ont pas de compétences directes en direction de la petite enfance, si ce n'est, et c'est déjà très important, pour ce qui concerne les assistants maternels, leur formation, leur agrément. Pour ce qui nous concerne, nous avons constaté tout ce qui a été dit ce matin. Nous l'avons partagé
Et nous constatons également que si l'école est encore, bien entendu, le creuset des réussites pour tout enfant qui va faire un parcours dans cette institution, faudrait-il encore qu'ils y arrivent tous avec les mêmes atouts. Or, quand un enfant arrive à l'école vers 3 ans, il s'est passé des choses avant et ce ne sont pas les mêmes choses qui se sont passées pour tous les enfants. Donc nous avons voulu que cette période de 0-3 ans soit regardée de près et que nous puissions l'utiliser. Alors le terme n'est pas très heureux, mais la regarder de façon à faire en sorte qu'elle soit considérée comme une étape importante de la vie de l'enfant et regarder comment nous pouvions nous investir sur cette période 0-3 ans. Donc c'est pour ça que, en lien avec la caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine, nous avons voulu faire en sorte que les structures d'accueil collective soient aussi accessibles à des enfants dont les parents connaissent des situations de difficultés sociales, culturelles et autres. Nous considérons que dans les crèches, il y a justement du personnel qualifié qui peut permettre à ces enfants qui ne peuvent pas profiter dans leur environnement immédiat de stimulation, socialisation, éveil, etc., qui vont pouvoir le trouver là, et nous pensons que la puissance publique doit pallier les carences qui peuvent exister, ce que nous ne jugeons pas, mais nous trouvons que c'est pas juste que des enfants puissent être pénalisés dès leur plus jeune âge, parce qu'ils n'ont pas ils n'auront pas pu avoir ce qu'il leur faudrait pour pouvoir s'épanouir, se développer le plus harmonieusement possible. Donc c'est pour ça que nous avons voulu favoriser l'entrée, donc je disais, en crèche pour les enfants de familles vulnérables, avec des critères bien sûr très objectifs qui ont été déterminés, entre autres composition familiale, mais aussi bien sûr les revenus, et faire en sorte que nous accompagnions ces fonctionnements de ces crèches ou de ces structures d'accueil collectif à hauteur de ce que nous pouvons faire, à condition qu'elles accueillent au moins 40% d'enfants en situation de vulnérabilité, avec les critères que je viens définir. Donc c'est soit les critères sociaux et de revenus, ou bien des enfants en situation de handicap sans condition de revenus. Donc ça c'est un premier point. D'autre part, nous avons également souhaité accompagner la création de places nouvelles, toujours en lien avec la caisse d'allocation familiale, par le biais, vous parliez d'innovation, donc par le biais d'une impulsion que nous faisons rebondir dans les contrats de territoire. Alors je vais essayer d'être très brève. Les contrats de territoire, ce sont des politiques que nous avons menées en direction de territoires qui sont plus appuyées sur les intercommunalités, et comme nous avons fait de l'enfance, de la toute jeune enfance, une priorité, nous accompagnons également ces territoires pour qu'ils développent sur leur territoire, je me répète, mais c'est un peu compliqué parce que vous avez dit qu'il fallait faire vite, des structures d'accueil collectif, parce que nous considérons également que c'est un plus pour ces territoires-là pour accueillir éventuellement d'autres services, des entreprises, et faire en sorte qu'on puisse leur offrir une palette d'accueil du jeune enfant qui soit diversifiée entre les assistants maternels, la famille éventuellement, les grands-parents, mais aussi des structures d'accueil collectif. Donc le contrat de territoire, c'est simple, on donne beaucoup plus par habitant à des territoires qui sont considérés comme pauvres qu'à ceux qui sont considérés comme riches. Juste à titre d'exemple, nous avons une grosse métropole qui s'appelle Rennes Métropole, là est considérée comme riche, donc il y avait 47 € par habitant, et dans les territoires les plus pauvres, il y avait 225 € par habitant. Voilà, juste pour qui développe en se mettant que les élus qui sont sur ces territoires-là puissent se mettre autour d'une table, regarder à partir de leurs ressources existantes sur ce territoire-là, qu'est-ce qui leur manque et qu'est-ce qu'il faut prioriser, et à partir de là, le Conseil général, le département accompagne. Alors, la petite enfance fait partie des priorités. Il y a, dans ce que vous nous avez dit, d'emblée, une position de principe qui est de valeur, qui est de dire, voilà, on trouve ça injuste. Mais au-delà de ça, cette capacité à pousser, à aider, à travers les choix budgétaires du Conseil général, des solutions qui permettent de donner plus d'attention aux enfants, c'est votre choix. Vous dites c'est rentable, c'est-à-dire que vous nous disiez, tout ce qui a été dit ce matin, nous l'avons vérifié. Vous avez vérifié aussi cette dimension, c'est-à-dire que vous voyez déjà des résultats aujourd'hui grâce à ces choix? Non. Non, parce que voilà, nous sommes là depuis 10 ans, nous investissons 2 millions d'euros dans la politique d'accueil du jeune enfant, ce n'est pas rien.
Pour autant, ces politiques-là ne portent leur effet que sur un très long terme. Nous avons fait le pari que, en effet, des enfants qui vont pouvoir bénéficier de cette stimulation, socialisation, éveil, etc., dans des structures d'accueil collectif ou chez les assistants maternels, pour lesquels la formation prend en compte tous ces aspects-là, nous pensons que ce sont des enfants qui vont être mieux préparés pour faire quelque chose dans la vie qui va être positif et pour s'exprimer, pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Et nous pensons que ce sont des personnes, ça a été dit dans une étude qui a été faite, que nous ne retrouverons pas dans des politiques sociales des départements. Donc oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que donc, votre raisonnement, c'est que même si nous n'avons pas encore une mesure de, entre guillemets, de cette notion de rentabilité, c'est un pari politique. C'est donc, puisque les politiques gèrent les budgets, ce sont eux qui ont les moyens de faire des choix pour réduire les inégalités. Et donc, ce volontarisme politique doit s'exprimer de cette façon. Nous le pensons. Nous espérons ne pas avoir tort. Alors, juste, donc, peut-être un mot encore sur les idées reçues, les idées bien ancrées contre lesquelles vous pensez qu'il faut lutter en matière de lutte contre les inégalités dans la petite enfance. Juste, si vous me permettez, un mot par rapport aux structures d'accueil collectif. Donc, oui. Nous avons, nous aussi, expérimenté, le programme par les Bambins. Oui. Je me permets de souligner parce que nous l'avons expérimenté de façon un peu différente de ce qui a été fait à Grenoble, mais en lien, bien sûr, avec Monsieur Noblecourt et Monsieur Zorman et leurs équipes. Et nous avons expérimenté sur 3 territoires et non pas uniquement dans des structures. Et sur ces territoires-là, et Madame Guyon qui est là, le connaît mieux que moi encore, puisque c'est elle qui a suivi toute l'expérimentation. On a voulu l'expérimenter sur des territoires différents, très ruraux, semi-ruraux et urbains. Et à chaque fois, c'est un réseau de structures, pas forcément uniquement des structures d'accueil collectif du jeune enfant, mais ça peut être aussi un centre social, ça peut être une bibliothèque, ça peut être une ludothèque, etc. Donc toutes ces personnes-là ont été sensibilisées, formées et ont donc pu mettre en place le parler Bambin. Nous avons fait une évaluation qui nous a permis de dire que nous devons continuer et nous sommes en train d'essayer de généraliser à partir, bien sûr, de la base du volontariat des territoires. Et donc satisfaction par rapport à ce projet. Oui, où nous avons constaté en termes de bien-être de l'enfant, de confiance en soi, un progrès énorme par rapport à ce qui était repéré dans ces structures auparavant. L'organisation professionnelle a été également remise en question avec une avancée très importante parce que les équipes étaient suivies par une équipe de chercheurs, ce qui était excessivement valorisant aussi pour les professionnels qui travaillaient. Et bien entendu avec les parents que nous avons associés à chaque fois sans leur donner des leçons de savoir-faire et savoir-être avec leurs enfants. Et des leçons à faire le soir, donc il n'y a pas cette objection-là, même si je ne caricature pas ce qui était dit tout à l'heure par le docteur. Alors, juste pour revenir, en effet, pour un certain nombre d'idées qui sont bien ancrées, on a parlé il faut de la mixité sociale et on nous dit en même temps, vous faites 40% d'enfants de familles défavorisées dans les crèches, vous ne croyez pas, vous exagérez un peu. Quand on dit 40% d'enfants de familles défavorisées, il reste 60% d'autres. Donc la mixité est importante et la socialisation et les échanges se font très bien. Attendez, pardon, juste sur ce point. Oui. D'abord, il y a des gens qui font cette remarque ? Ah oui. On a eu énormément quand on a voulu passer cette décision en Assemblée, bien entendu, on a eu des levées de boucliers importantes de la part d'un certain nombre de collègues et nous avons également sur le terrain eu à faire un travail de persuasion par rapport aux professionnels qui laissaient venir, et c'est pas du tout non plus répréhensible, laissaient venir les familles à elles en disant nous voulons une place dans une crèche pour pouvoir être tranquille quand nous allons travailler. Or nous avions fait une étude sur la perception que pouvaient avoir les professionnels des familles qui ne travaillaient pas, par exemple, ou dont une ne travaillait pas, ou des familles monoparentales. Et nous avons vu, alors je fais vite, mais ça donc forcément un caricatural, les familles qui étaient sans travail et qui étaient monoparentales ne se sentaient pas du tout autorisées à confier leur enfant à une structure d'accueil collectif parce qu'elles savaient qu'il y avait le regard, entre autres, des autres parents qui ne le disaient pas forcément de façon très nette, mais qui faisaient sentir
vous allez donner une place à des personnes qui peuvent garder leur enfant chez eux, alors puisqu'elles ne travaillent pas, alors que nous, on a besoin d'une place. Voilà, le cheminement. Donc on voit bien l'importance de cette perception de la question, de l'objet, de à quoi sert la crèche. Chez nos professionnels, entre autres aussi, et ça aussi, c'est un peu une révolution dans la perception de ce que nous pouvons faire en termes de contractualisation avec des personnes qui sont en insertion sociale, professionnelle, etc. Le contrat peut passer aussi sur, justement, libérer la personne pour qu'elle fasse des démarches de façon beaucoup plus libre et sereine, tout en ayant un point de chute pour son enfant, un point de chute qui va lui permettre de vivre quelque chose avec d'autres enfants et donc d'avoir un support d'échange aussi avec ces familles-là qui va être autre. On a parlé ce matin de stigmatisation. Juste une question, est-ce que l'argument selon lequel il y aurait un risque à finalement pousser de cette façon volontaire, la CNAF le disait, etc., des enfants issus de milieux défavorisés, est-ce que l'argument ou l'idée, je vais peut-être choquer, mais de risquer de faire des crèches de ghettos de pauvres, en quelque sorte, où il y aurait trop... Est-ce que cet argument vient aussi? Est-ce que c'est ça, dans la stigmatisation, parfois, qui vient? Des ghettos de pauvres, on n'a pas entendu ça, non. Pas comme ça. C'est pas ça. La formule est trop journalistique. Mais quand je parle, moi, quand j'entends stigmatisation, c'est un peu ce qui a été dit ce matin. Vous allez prendre un enfant, le repérage précoce, vous allez retirer un enfant, vous allez vous intéresser plus particulièrement à lui. Mais moi, je dis, à traiter de façon égale des situations inégales, eh bien, on creuse des inégalités. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut apporter plus d'attention, faire attention justement à la façon dont on le fait, et pas forcément prendre un seul enfant, mais peut-être un petit groupe de 2 ou 3 enfants qui vont pouvoir bénéficier à un moment donné d'une attention particulière et d'une stimulation particulière. Alors donc il y a plusieurs aspects dans votre intervention, Madame la vice-présidente, mais il y a en effet le choix, ce volontarisme politique, cette idée aussi donc de la formation, cette idée des idées reçues, de la stigmatisation, l'opération par les bambins, plusieurs débats pour cet après-midi en un seul, si j'ose dire. Madame Laitier, donc, si vous voulez bien, donc je rappelle, chargée de la petite enfance à la ville de Nancy, et puis donc à l'AMF, présidente de ce groupe de travail pour les mères de France. Vous vouliez rappeler déjà d'où on part, c'est-à-dire que d'où l'idée des pouponnières, ou enfin du 19e, de l'accueil des enfants aujourd'hui et du chemin parcouru. Oui. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Oui, il me paraissait intéressant en 2 mots de vous dire effectivement d'où l'on part, parce que je crois que pour bien savoir qui l'on est et où l'on va, il est bon de savoir d'où l'on vient au départ et de pouvoir mesurer tout le chemin qui a été parcouru. Alors en 2 mots, là, la première crèche, elle a été à l'initiative d'un élu et d'un adjoint au maire du 1er arrondissement de Paris, donc un certain Firmin Marbeau, qui en 1844 a décidé de créer une crèche. Alors pourquoi cela? Parce qu'il avait constaté qu'il y avait un hiatus entre, alors ce que l'on appelait, alors excusez-moi j'ai copié le terme parce que quand même les termes sont assez, une société de charité maternelle qui étaient les endroits où les mamans venaient accoucher, et puis la salle d'asile qui étaient les lieux où on s'occupait des petits mais quand ils avaient 2 ans et qu'ils étaient complètement autonomes. Mais entre-temps, les femmes n'avaient rien, si bien que les ouvrières étaient obligées, je dis les ouvrières parce qu'effectivement, à cette époque, il n'y avait qu'elles qui travaillaient, étaient obligées soit de confier leur enfant en nourrice, soit de le confier à une grande sœur qui ne savait rien faire, soit de l'abandonner, soit au pire, nous donne des registres de l'époque, de commettre un infanticide. Voilà, donc c'était cela, si vous voulez, tout au départ, la première crèche, c'était pour permettre aux femmes de pouvoir continuer à travailler. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, alors je dis crèche, EAJE, établissement d'accueil jeune enfant, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réglementation est principalement inscrite dans le Code de la santé publique. Et historiquement, donc, un EAJE, c'est un endroit où l'on garde un enfant en bonne santé pendant que les parents travaillent, donc ce sont des structures sanitaires soumises à des règles d'hygiène, à des règles de soins extrêmement strictes, de manière aussi, pour l'époque, à éviter les épidémies. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on prenait les enfants, ils arrivaient, on les déshabillait, on les mettait tout nus, on leur mettait des vêtements de la crèche et, on les gardait.
Voilà. Alors, bien évidemment, vous voyez déjà tout ce qui a été parcouru entre cette époque et aujourd'hui. Aujourd'hui, une structure d'accueil, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu effectivement d'accueil, c'est un lieu d'éveil, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu d'épanouissement et c'est un lieu de développement pour enfants. Et j'en veux pour preuve que les élus que nous sommes ou d'autres, j'allais dire, gestionnaires de crèches, de par la loi, sont obligés d'avoir un projet éducatif. Voilà, sont obligés d'avoir un projet social qui inclut la structure dans le territoire sur lequel elle se situe, d'avoir des formations spécifiques pour le personnel, et c'est assez récent, les éducatrices de jeunes enfants, c'est 1973, donc voilà, ça quand même, c'est relativement proche de nous, et également travail pour faire évoluer les formes d'accueil, je disais crèche, mais nous allons voir qu'il y avait beaucoup d'autres structures. Ce rappel historique, ça nous ramène quand même à une notion évoquée depuis ce matin, c'est que l'idée que c'est d'abord et avant tout un lieu de garde, c'est une idée de garde, j'ai employé le terme exprès, même si j'ai été repris par le directeur de la CNAF, c'est un lieu, c'est une idée encore en vogue chez beaucoup de parents, chez beaucoup de gens aujourd'hui. Et ce que vous nous dites l'une et l'autre, Madame Massot et Madame Moutier, c'est finalement que ce sont aussi les bailleurs, les organisateurs, les décideurs publics que sont les élus. C'est aux élus de suivre les projets innovants, les idées qui arrivent. D'abord, il y a l'obligation de la loi, mais c'est aussi votre volonté d'essayer d'aller au-delà et d'en faire des lieux plus performants que ça, quoi. Tout à fait. Alors, quel est le rôle de l'élu, donc, en fait, par rapport à ces politiques innovantes ou ces formes d'innovation que l'on peut nous proposer ? 3 points, je dirais. Tout d'abord, il est évident qu'en tant qu'élu, sauf si je suis moi-même pédiatre ou pédopsychiatre, je ne peux pas me prononcer de façon tout à fait formelle sur une innovation et le bien qu'elle peut procurer à un enfant. Bon, pour cela, j'ai des équipes qui m'entourent et qui me guident. En revanche, en tant qu'élu, mon souhait, c'est de répondre au mieux aux besoins de mes administrés. Donc de la population. Donc de connaître parfaitement quels sont les besoins, de connaître l'évolution de la société, de connaître les attentes et de faire en sorte que ce service, puisque c'est un service que je propose, réponde au mieux à ces attentes et à ces besoins. Et c'est à ce titre que si, après en avoir, j'allais dire, m'être renseigné, une solution qui m'est proposée me paraît effectivement correspondre aux besoins que moi-même j'ai recelés, par exemple dans des analyses des besoins sociaux que les élus généralement font par le biais de leur CCAS, qu'à ce moment-là, je peux mettre en place ces solutions. Alors, les initiatives innovantes, maintenant, depuis quelques années, il y en a beaucoup. Je vais en citer quelques-unes, mais comme elles sont presque tombées, j'allais dire, dans des lieux communs. Mais malgré tout, au départ, on a eu les accueils en horaire atypique, bon, j'en reparlerai, les dispositifs d'urgence, les gardes itinérantes dans le rural, les maisons d'assistants maternels, les relais parents-enfants, de nombreux dispositifs d'accueil d'enfants en situation de handicap. Madame, vous en parliez il y a quelques instants. L'accueil également des enfants dont les parents sont en démarche d'insertion. Tout ceci, comme ce sont des accueils spécifiques, font forcément appel à des politiques innovantes pour pouvoir les assumer. Et alors, il y a des conditions, je dirais, juridiques, politiques peut-être, financières aussi, pour réaliser ces projets et les mettre en œuvre. Oui, des conditions, moi j'en vois 3. La première, effectivement, un maire. Nous sommes comptables de l'argent public, vous l'avez dit en introduction. Donc un maire ne peut soutenir ou engager une innovation que d'abord s'il s'est assuré de sa viabilité à court et à moyen terme, déjà aussi par rapport aux utilisateurs, parce que ce n'est pas le tout que de lancer un projet innovant, de le faire démarrer et ensuite de devoir l'arrêter au bout d'un an. Parce que font ces familles qui nous ont fait confiance, qui ont cru que là précisément cela allait être la panacée et qui se retrouvent sans rien. Donc viabilité. Deuxièmement, un élu doit effectivement mener une étude prospective sur déjà les besoins réels, non couverts. Bon, c'est pas parce qu'une famille vient vous voir qu'il y a effectivement des besoins. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec elle, regarder, voir et se renseigner. Ensuite, l'offre existante. Parce qu'il y a parfois des réponses à ces besoins, mais de mauvaise communication, ça arrive tous les jours, qui font qu'il y a une offre existante. On ne va pas créer, avec une pénurie financière qui est celle actuelle, un dispositif s'il y en a un qui est quasiment identique. Donc, deuxième point, bien évidemment, la solidité du dispositif. Alors, ça passe par le juridique, ça passe par le personnel et ça passe par le financier. Voilà. Et puis, donc, deuxième point, l'analyse prospective. Le troisième point, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la problématique budgétaire. C'est-à-dire que il est évident que à moyen constant, voire un peu inférieur, une mairie, même avec un choix politique et volontariste, je dis bien, a parfois du mal, sauf si elle fait appel à l'endettement. Monsieur le directeur et cher ami, à des partenaires, avant de penser à l'endettement, à des partenaires qui sont là pour ça.
Non, c'est vrai, mais vous savez, nous nous voyons souvent, donc vous l'aurez la prochaine fois. Donc voilà, à des partenaires, non mais voilà, sérieusement, qui sont là pour ça, la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc une mairie, pour terminer ma phrase, ne peut pas, parfois, hélas, s'engager dans un dispositif trop coûteux. Un point sur lequel les deux élus que vous êtes ont été de fait interpellés depuis ce matin, il y a un débat qui est lancé, c'est celui des critères d'attribution et du débat de la mixité qu'on a déjà abordé. Là-dessus, juste le mot de votre expérience, votre sentiment. Alors, le mot de mon expérience, le mot d'ordre pour un élu et pour l'Association des maires de France, mixité sociale. Nos structures petite enfance doivent être la représentation exacte de notre commune, de notre société. Voilà. Alors, quand on a dit ça, c'est-à-dire aussi bien accueillir des enfants de public en situation de fragilité, travailleurs dits pauvres, situation de handicap, famille monoparentale, famille en réinsertion ou en insertion. Alors, pour cela, bon nombre de communes nous font remonter aujourd'hui qu'elles centralisent, bon, ça, disons, c'est un moyen à utiliser, parce que vous demandiez un exemple concret, donc elles centralisent absolument toutes les demandes, elles ont des commissions d'attribution de places en crèche, et avec des critères prédéfinis extrêmement objectifs de nombre de points en fonction de la situation familiale, eh bien, elles attribuent ces places de manière, et sans attendre les 10% au moins obligatoires voilà, fixés par le gouvernement, de manière à avoir vraiment un reflet parfait pour ces enfants, de manière tout simplement aussi à pouvoir les lancer dans la vie. Je veux dire, dans la vie, ils ne seront pas uniquement avec telle catégorie de population, ils vont avoir vu tout le monde. Et idem pour le handicap, et j'en terminerai par là, parce que je crois que c'est très important aussi. Je crois qu'on changera le regard des adultes de demain par le biais de nos structures. C'est quand des petits auront eu l'habitude d'être dans des structures avec des petits handicapés, et ça se passe très bien, moi j'en vois toujours, à l'école et après, ils ne les regarderont plus comme des adultes aujourd'hui peuvent encore parfois, disons du moins, avoir une certaine réticence, une certaine crainte. Alors, donc, merci à toutes les deux sur ces témoignages et analyses et visions, vous pouvez les applaudir si vous voulez, d'élus. Non mais c'est... Sans trop caricaturer les deux points sur lesquels vous allez intervenir, mais Dr Guedné et Dr Pouget, on va parler de Parler Bambin à nouveau, cette initiative évoquée depuis ce matin, et puis aussi des questions de repérage précoce, peut-être aussi, puisque c'est un des débats. Alors, Dr Pouget, si vous voulez bien, Parler Bambin, vous avez participé de quelle façon, rappelez-nous peut-être à ce projet et votre sentiment. Appuyez sur le bouton, si vous voulez, voilà. Pas tous, et merci. Donc effectivement, j'ai participé dès le départ à Parler Bambin. Donc j'ai bien dit que j'étais pas pédopsychiatre parce que je viens pas du tout de ce domaine-là. J'étais médecin à l'Éducation nationale. Et donc je pourrais dire que j'ai descendu les échelons de l'échelle. J'ai commencé par poser les questions de pourquoi on avait tant d'enfants qui sortaient du système sans langage, je dirais même, sans langage suffisant, puisque aux journées d'appel à la défense, je dois rappeler que quand même 20% des jeunes de 17 ans qui ont été scolarisés normalement en France ne peuvent pas lire un programme de télévision, n'ont pas accès à un programme de télévision. Donc ça, c'est les journées d'appel qui nous ont montré ça. Et en regardant pourquoi, on s'aperçoit que 14% de ces jeunes ont un langage lacunaire, un vocabulaire complètement lacunaire. Donc on peut se poser la question, ils ont passé, s'ils ont commencé à 6 ans, au moins 11 ans, si souvent peut-être redoublé, donc 12 ans sur les bancs de l'école, et le vocabulaire est encore complètement lacunaire. On sait que en 6e, les enfants ont pas une maîtrise suffisante aussi du français, des bases. Donc en fait, nous, dans mes missions, on a été fortement interrogés par ça. J'ai eu effectivement la chance de pouvoir participer à l'équipe de recherche qui était menée par Michel Zorman, donc Coniscience, en lien avec les laboratoires des sciences de l'éducation. Et nous avons mis en place petit à petit à la fois et des programmes et des outils d'évaluation, de repérage, de diagnostic, tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, on s'est dit, c'est encore plus tôt qu'il faut aller voir les choses. Et c'est encore plus tôt, et c'est encore plus tôt. On est arrivé
en maternelle. C'est là où on commence, nous, notre travail, en grande section même de maternelle. Donc là, on a monté un programme en grande section CP, CE1, sur 3 ans, qui a donné, ma foi, qui nous a encouragés. Et à ce moment-là, quand on a fait part de ces travaux et de, pour nous, cette importance du langage, on a rencontré en fait la ville de Grenoble qui avait un petit peu ces mêmes préoccupations. Et donc, nous sommes amenés à travailler sur le langage oral en structure petite enfance que nous ne connaissions pas. Et voilà. Avant que vous redéveloppiez un tout petit peu le projet lui-même, juste un mot, parce que le professeur de Necker disait ce matin, on axe tout sur le langage, oui. Mais c'est l'attention globale qui compte. Pourquoi est-ce que vous avez considéré, enfin vous venez de nous le dire en partie avec ces résultats de la JPD, oui, cette espèce d'analphabétisme profond, considérable, mais pourquoi est-ce que vous voulez insister avec ce projet sur le langage ? Le langage, c'est aussi ce qui développe la pensée, l'organisation, c'est les relations interindividuelles, c'est les relations sociales, c'est les relations familiales, c'est ce qui va un peu déterminer tout le reste, l'intégration, une intégration familiale, l'intégration sociale, et puis le développement de la pensée. Et parce que aussi, on a un peu évoqué ça ce matin, mais peut-être pas suffisamment, de dire qu'il y a quand même une période sensible pour le développement du langage oral. Et que entre 0, 6 ans, 7 ans, c'est quand même la meilleure période pour le développement du langage. Autant on peut développer d'autres choses encore plus tard. Les neurosciences, par exemple, et l'imagerie fonctionnelle a pu montrer que le langage avant 6 ans, c'est pas au même endroit que le langage après 6 ans. Quand nous apprenons une langue étrangère, c'est pas, plus tard, ça se passe pas au même endroit que quand on apprend une langue ou 2 langues tout petit dès la naissance. Voilà. Dans Parler Bambin, qu'est-ce qui vous a accroché ou dont vous avez considéré que c'était l'originalité du projet et qu'il fallait développer ? Alors, c'est pas comme ça, on est à l'origine du projet, donc on l'a construit. Donc, pour le construire, on a regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. On a parlé de l'abécédarien, on a regardé du côté de nos cousins canadiens, qui ont monté aussi des programmes intéressants, alors qui sont beaucoup, je dirais, à destination des parents, mais là, on a essayé de travailler dans les crèches. Et donc, le Parler Bambin, c'était vraiment développer le langage à partir des interactions. Et les interactions, ça commence tout petit. L'enfant, il arrive à 3 ans à la crèche. C'est là qu'on va commencer le Parler Bambin. Alors, comment on a fait ? Justement, on a été dans les crèches, dans une crèche, avec qui pour lequel on devait monter le programme. Donc on était dans la crèche avec les éducatrices de jeunes enfants. On a essayé de voir ensemble, à partir de leur façon de faire, à façon de leurs activités qu'elles avaient tous les jours dans la crèche, comment elles pouvaient améliorer cette interaction et ce langage. Voilà. Il y a une dimension empirique complète dans la mise au point du programme. Oui, pas complètement empirique, parce qu'on se base sur le développement du langage, mais on a monté ensemble, juste un petit exemple peut-être qui va nous faire rire. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a comme activité dans une crèche que l'on pourrait faire, puisqu'on se dit, ces interactions, c'est en faisant les choses. Alors déjà lors des rituels, du coucher, des repas et tout ça, puis de toutes les activités. On s'est dit quelle activité on fait en crèche. Donc les éducatrices ont dit on fait à manger, on fait des gâteaux. Bon, on va partir. Ok, on va faire des gâteaux. Donc on a commencé à faire. Alors on leur dit vous allez faire des gâteaux, vous allez essayer de voir un peu quels mots on peut développer plus facilement. Qu'est-ce que vous allez faire en développant le langage ? On fait ça. Et puis on est revenu 1 semaine après ou 2 semaines, je sais plus. Ah mais ça marche pas. Ah bon, pourquoi ? Parce que l'enfant, il ne peut pas faire 2 choses à la fois, 2 choses nouvelles. Il ne peut pas à la fois faire le gâteau et à la fois parler. Alors il ne parle pas quand il est occupé à couper son œuf. Il
casser son œuf, il ne peut pas parler en même temps. Hein, c'est trop, on ne fait pas deux choses. Nous, on fait pas, quand on apprend à conduire, on ne parle pas à son voisin. Et quand c'est conduire, on peut parler à son voisin en voiture ou même téléphoner. Je veux dire, c'est des choses qui se font. Et donc, on a essayé de voir. Donc, on est passé sur des rituels. Et après, c'est pour ça qu'on est passé sur des choses simples, que l'enfant n'était pas en double charge. Donc c'était jouer avec une poupée, des petits animaux de la ferme, et c'est là aussi qu'est apparu l'album, parce qu'il n'y avait pas de double charge quand on regarde un livre. En conclusion, simplement, les objections qui ont été faites ce matin, vous avez envie de répondre quoi sur aux critiques qui ont été formulées ce matin? Très court. Déjà, le thème de programme, c'est pas un programme, hein, on n'applique pas, on n'a pas, c'est vraiment, je pense que on a diffusé, on a essaimé le parler bambin partout, et donc partout, on a eu des différences des façons différentes de faire, mais je pense que l'idée principale d'interaction langagière importante pour développer le langage et pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc je reviens là-dessus. Donc on a bien développé ces 3 volets qui sont le quotidien. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? La relation avec les parents qui est importante. Donc il ne s'agit pas d'apprendre aux parents, mais de travailler avec les parents. Et ça se fait dès l'adaptation. Hein, l'enfant vient. Et votre enfant, comment il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Ah bon? À 3 mois, comment vous communiquez avec lui? On ne le faisait pas, on parlait des rythmes, on parlait des repas, on parlait de tout ça, mais on ne parlait pas de comment on communiquait avec l'enfant. Donc ça s'est fait petit à petit. Et tout au long de l'adaptation, tout au long de tout le temps que l'enfant est à la crèche, on va parler de ça, du langage. Et tout ça. Et petit à petit, on va être amené, pour les enfants qui parlent le moins, parce qu'on arrive ça, c'est un repérage, c'est l'objectif. Donc ceux qui parlent le moins. Alors déjà, on a vu que dans cette démarche, les enfants petits parleurs qui étaient dans le coin et qu'on ne sollicitait jamais, on allait vers eux. C'était des objectifs du programme, aller vers ceux qui parlaient moins, parce que ceux qui venaient nous parler, on parlait, c'était simple. Ceux à qui on ne parlait pas, il fallait aller vers eux, il fallait les solliciter. Et c'est vrai que c'est pas facile de se dire, pendant 2 minutes, je vais parler à un enfant qui va pas me répondre. Et petit à petit, ça va quand même arriver. Voilà. Alors, merci. Et juste, pour le repérage, donc je parlais du repérage, à un moment, on connaît comment se développe le langage, on le sait, et à des moments, il y a quand même un moment où on va se dire, c'est vraiment un petit parleur. Alors, il peut être petit parleur à la crèche et parler mieux à la maison. C'est bien pour ça qu'on se dit aussi, il y a un repérage parental qui est important, parce que ça fait rentrer les parents dans le processus, et c'est les parents en général qui remplissent un questionnaire, et comme ça on peut en discuter avec eux et on les fait évoluer. Et à partir de ça, pour les plus petits, on va donner plus. C'est ce que Je pense que c'est aussi donner plus à ceux qui ont moins. Donc on va faire des petits ateliers qui vont diminuer 10 minutes, un quart d'heure, avec 2 enfants qui parlent peu, et pour les stimuler plus particulièrement. C'est pas de la surstimulation, c'est juste de la stimulation. Toute cette table ronde sur par les bambins, je m'arrête. Mais professeur Guedenet, ça nous amène, on vient de l'évoquer, à un de ces débats aussi ce matin, qui est celui du dépistage, de repérage, je ne sais pas comment on dirait, mais précoce. S'y oppose, mais il y a une part d'efficacité. De quelle nature est-ce? C'est-à-dire, quel est l'intérêt de faire ces repérages via notamment les crèches dans la petite enfance? Je ne sais pas s'il y a un débat vraiment qui persiste. Je crois que ce qui est important, c'est que la recherche clinique a des réponses à nous donner sur les conditions d'une question fondamentale pour nous. C'est qu'est-ce qui marche pour qui en termes de prévention précoce. Et qu'on ne peut pas faire l'économie de cette recherche clinique pour répondre à ces questions et pour en interroger les résultats. Et moi, je parle de ma chaise. Et ma chaise, c'est celle d'un responsable d'intersecteur de pédopsie dans un arrondissement qui est le 18e arrondissement de Paris. Et ma chaise de professeur de pédopsychiatrie, donc mon rôle, c'est de faire de la recherche clinique.
Et sur le développement précoce, sur les facteurs de risque, sur la façon dont on peut intervenir tôt, avec quelle efficacité, et peut-on faire de la prévention en matière de développement précoce et de psychopathologie précoce. Donc, parce que cette importance de cette période 0-3 ans, c'est un truc incroyable. À aucun moment dans la vie, il y a une période de changement aussi incroyable et aussi rapide, qui fait de nous, en 3 ans, un être de langage, un être social, un être capable d'un apprentissage absolument incroyable, d'une certaine autonomie et d'une capacité de business émotionnel avec l'autre. Et ça, tout ça se fait en 3 ans, de contrôle émotionnel aussi. Donc ce développement est extraordinairement puissant. Tout le monde y arrive à peu près par des moyens différents au bout du compte à être un être de communication, de langage et d'échange. Sauf si on n'a pas un cerveau égal au départ et si on est très prématuré ou atteint de... Mais c'est une très faible proportion. La plupart, au départ, on pourrait considérer que les chances sont relativement égales d'avoir ce parcours développemental qui aboutit à ce résultat majeur. Voilà. Voilà. Sauf que ce développement autocorrecteur très résilient, extraordinairement puissant, il peut être freiné par des facteurs environnementaux et ce qu'on appelle des facteurs de risque. Et ça, c'est une loi connue par la recherche clinique épidémiologique actuelle. C'est pas un facteur de risque qui altère gravement le développement, si intense soit-il. C'est pas 2 facteurs de risque, c'est au-delà de 2, de 3 et plus. C'est l'accumulation des facteurs de risque indépendants les uns des autres qui finit par limiter la capacité de résilience et d'autocorrection du développement. Pourquoi vous parlez de facteurs de risque ? Ça peut être des facteurs environnementaux. Ça peut être un facteur de risque très évident, c'est la grande pauvreté. Quand vous êtes dans la grande pauvreté, vous accumulez automatiquement plus de 3 facteurs de risque. Parce que vous êtes plus exposé aux toxiques, parce que vous échappez à la prévention, parce que vous n'avez pas l'information sur les circuits de soins, parce que vous êtes exposé à beaucoup plus de stress, et vous êtes exposé à plus de violence. Tout ça, ce sont des facteurs dont nous savons l'impact très violent sur le développement précoce. D'où la question de savoir, au fond, qu'est-ce qu'on peut prévenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour qui en matière de développement précoce et de prévention de psychopathologie précoce. Là aussi, il y a des études qui ont fait ça. On n'a pas inventé la roue. David Holtz, aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, a fait une recherche majeure qui est citée dans le monde entier, qui était, au fond, on envoie des puéricultrices, des infirmières à domicile, dans des familles vulnérables, isolées, jeunes, plutôt pauvres, et avec des facteurs de risque psychosociaux de vulnérabilité. On les envoie à domicile, et on regarde si ces visites à domicile prolongées, qui commencent pendant la grossesse, point essentiel, qui se continuent pendant 2 ans, avec la même intervenante, formée et supervisée, point absolument clé, qu'est-ce que ça donne comme effet ? Et il a démontré que ça donnait des effets importants sur la santé de l'enfant, sur la santé des parents, et sur le développement psychologique des enfants, et sur leur psychopathologie. À tel point que cette étude a donné lieu à la mise en place aux États-Unis d'un système de PMI qu'ils n'avaient pas avant, qui s'appelle le NICD. Donc, on est en amont même du lieu d'accueil de petite enfance. C'est en amont. C'est pendant la grossesse, c'est la prévention en amont. En plus, il y a une chose importante, c'est que pour être accueilli par une famille à domicile, si vous ne l'avez pas rencontré avant, pendant la grossesse, vous avez beaucoup de chances de trouver la porte fermée. Et donc c'est pour ça qu'avec mon ami Tim Grison, ici présent, et Thomas Sayas, on a monté l'idée de répliquer, de savoir au fond en France, où on n'est pas en Amérique, où il existe un système de PMI performant et ancien, on a eu l'idée de savoir au fond répliquer l'étude de David Holtz. Mais pas avec David Holtz. David Holtz, il a fait une intervention versus un groupe contrôle qui n'avait rien. En France, c'était impossible. Donc on a fait une réplication adaptée au système français, non standardisée sur le modèle de Holtz, mais quand même extrêmement rigoureuse, qui nous permettent de savoir, au fond, qu'est-ce que ça change d'aller à domicile pendant la grossesse,
faire une intervention préventive de psychologie communautaire, pourrait-on dire, hein, qui aide des jeunes parents vulnérables à penser leur trajectoire de vie, à penser le développement de leur enfant et à favoriser ce développement. Et qu'est-ce que ça fait de faire ça? Est-ce que ça veut dire que cette idée de dépistage, en fait, travail sur la prévention de manière précoce, on doit le mener que dans les milieux vulnérables, défavorisés, ou est-ce que ça doit être un peu plus général? Parce que là aussi, il peut y avoir aussi d'autres facteurs qui jouent et qui ont un impact sur l'enfant. Il a d'intérêt que dans les milieux à risque. La prévention, c'est très cher, mais les risques, ils peuvent être de toute nature. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre que dans les risques multiples. Mais quand les gens n'ont aucun facteur de risque, en général, ils sont parfaitement capables de trouver eux-mêmes l'aide dont ils ont besoin. C'est pas ça qui va nous permettre de favoriser l'égalité des chances, hein. L'inégalité des chances, c'est pour des jeunes parents vis-à-vis de leur capacité à favoriser le développement de leur bébé. S'ils ont un niveau d'études faible, s'ils ont un niveau socio-économique faible, s'ils sont isolés, s'ils ont eu des histoires précoces traumatiques, ils vont avoir beaucoup plus de mal que les autres à se débrouiller bien avec leurs enfants. Donc, a priori, commençons déjà par cela et voyons si on peut aider ceux-ci. Pour finir simplement sur cette démarche que vous avez menée, aujourd'hui, comment elle peut s'appliquer en France et quels moyens on dispose, je dirais, pour utiliser les conclusions de votre travail? Oui, d'abord les conclusions, c'est que ça a marché. Ça n'a pas marché sur certains... on n'a pas réussi à diminuer autant qu'on le pensait, naïvement à l'époque, la dépression postnatale. Mais on a réussi dans cette intervention, supplémentaire, encore une fois, hein, supplémentaire par rapport au régime, à tout ce que faisaient les intervenants, on a abouti à des choses étonnantes. C'est-à-dire que les gens dans le groupe intervention, qui avait des gens qui allaient le voir à domicile, ils se mettaient à utiliser d'un coup beaucoup plus la PMI et beaucoup plus les réseaux existants, parce qu'ils en avaient l'information et parce qu'ils étaient accompagnés pour les utiliser. Et ça, la différence, elle est très significative. Même la santé mentale était utilisée de façon extrêmement comparément. On a eu aussi un effet très étonnant sur les comportements parentaux. C'est-à-dire que ces jeunes parents se débrouillaient, étaient beaucoup plus stimulants dans le bon sens du terme avec leur bébé et beaucoup moins désorganisants. Et on a des bébés qui, ensuite, quand on les a vus à 18 mois, avaient une sécurité d'attachement bien meilleure. C'est la capacité de faire appel quand ils sont en stress et à se calmer dans la relation avec l'autre. Et donc ça, c'était une différence très significative. Et donc ça, c'est très important parce que nous savons que ce facteur-là est un facteur pronostic important pour la psychopathologie ultérieure. Si vous avez un attachement insécure ou un attachement désorganisé, si vous avez été désorganisé par des jeunes parents à l'ouest, alors vous risquez beaucoup plus d'avoir des psychopathologies du genre, troubles du comportement, mais pas seulement. Donc ça, là, il y a un effet préventif démontré. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'abord répliquer ça, vérifier dans différents milieux et voir ce qui est actuellement à l'étude dans le projet Panjo, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure un travail conjoint avec la PMI peut répondre en fonction des demandes et des situations de plus en plus difficiles à domicile ou en PMI ou en pédopsychiatrie à ces demandes de parents vulnérables. Mais avec cette idée importante, c'est qu'on ne va pas attendre que les gens demandent. Il faut aller leur demander leur coopération et leur alliance. Et quand même, on a recruté 440 familles dans ce programme. Et non, on l'a fait de 2006 à 2011. Maintenant, on en est à l'étude de suivi, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus et rechercher des effets à long terme, comme la littérature en montre. Par exemple, la littérature a montré que les programmes de prévention précoce pour les enfants bien faits, c'est-à-dire avec des gens stables, formés, supervisés, qui avaient des effets effectifs sur le développement des enfants. Ils avaient aussi des effets à long terme sur les trajectoires de vie des mères, des parents et des mères en particulier, qui se remettaient à travailler, qui se remettaient à faire des études, qui diminuaient leurs addictions. Enfin, et donc on voudrait vérifier aussi ce genre d'effet à terme. Merci. Alors, intervention des opérateurs. Innovation, cette enquête, intervention des opérateurs publics avec ce volontarisme public. Et puis alors, la question de savoir ce que pensent de la situation aujourd'hui
et des améliorations possibles pour réduire ces inégalités dès la petite enfance, la moindre des choses, c'était de les poser aussi, ces questions, aux opérateurs de nature de statut un peu différent, mais qui sont aussi des recruteurs, des formateurs de professionnels que vous êtes pour un certain nombre d'entre vous. Donc, Benoît Ménard, d'une part, et puis donc Jean-Emmanuel Rollo-Kanaki. Je vais vous donner la parole tout de suite, mais d'abord, Monsieur Ménard, un petit mot, si vous voulez bien, sur ce que représente votre fédération aujourd'hui, en termes de place, le type d'établissement, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est pas une fédération, c'est une union. C'est-à-dire que c'est très transversal et c'est donc une fédération de fédérations. L'UNIOPS recouvre les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, donc du secteur privé non lucratif, ça veut dire les associations, les fondations, les congrégations aussi, les coopératives, enfin certaines coopératives, les mutuelles, voilà. Donc c'est un réseau vaste puisqu'il y a environ 25 000 établissements en France qui sont répartis soit en adhérant à des URIOPS, donc des unions régionales, qui sont au nombre de 23, soit des adhérents nationaux directement. Voilà. Alors, les établissements sont plutôt directement adhérents aux URIOPS, et puis les fédérations... C'est combien de salariés? C'est combien de places d'accueil? Alors, c'est 750 000 salariés sur l'ensemble du champ, mais qui est beaucoup plus large que la petite enfance, et ça représente environ 27% des places d'accueil en petite enfance, et 29% des créations en 2011. Donc ça va un petit peu en progression. Alors, sur la question qui est posée aujourd'hui de la petite enfance dans le secteur, je dirais, défavorisé aujourd'hui, par rapport à ce constat du nombre de places insuffisant en crèche aujourd'hui, quelle est votre analyse? Alors, attention, il y a de la petite enfance et en crèche. D'une part, je répète, nous on est une union très transversale et donc il y a les établissements collectifs, mais il n'y a pas forcément que les établissements collectifs et il faut peut-être se poser la question de savoir si c'est pas un maillage qu'il doit y avoir avec des solutions complémentaires et qui puissent passer de l'un à l'autre aussi, qui seraient des solutions à étudier. Alors, notamment parce que ça peut être aussi plus économique, mais aussi parce que ça peut mieux répondre aux besoins aussi des familles. Alors, je précise tout de suite qu'en plus, je triche un tout petit peu, parce que je suis directeur général de l'UNIOPS, mais il se trouve que je suis élu aussi. Donc, quelquefois, ça m'arrive de prendre en compte le point de vue aussi des élus locaux en termes de coûts et de réponses, comme le disait madame, aux besoins des administrés, surtout qu'il y en a deux des miens dans la salle, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Voilà. Mais donc, élu municipal, élu du conseil général, élu municipal à Pierrefitte-sur-Seine. D'accord, voilà, comme ça c'est réglé. Que je vous invite à venir visiter. Voilà. Avec un très bon service petite enfance. Donc alors, comment votre union et comment votre secteur aborde-t-il la question du manque de place, en l'occurrence? Alors, et de manque de place réservé, je dirais, au secteur défavorisé, aux parents en difficulté. Alors, donc, je répète, donc, d'une part, étudier la complémentarité. Deuxièmement, dans les gestions des établissements aussi, tenir compte spécifiquement de l'accueil des publics les plus en difficulté. Alors, il est clair qu'actuellement, une des difficultés, c'est que, et c'est normal, on demande aux organismes gestionnaires d'être gestionnaires, ce qui implique aussi de gérer intelligemment, enfin voilà, et économiquement. Le fait de gérer intelligemment et économiquement fait que les difficultés que peuvent rencontrer certains publics sont peu adaptées aux prises en charge actuelles. Quelqu'un qui va travailler, qui va être dans une situation de précarité en termes de travail, va avoir des CDD, va avoir des horaires qui sont décalés, et va avoir des grandes difficultés à tenir un engagement sur une présence. Donc, soit il faut se dire, on a une volonté déterminée de les accueillir, donc on sort cet accueil-là des critères habituels de présence, et donc on détermine systématiquement un mode d'accueil, enfin un mode de comptabilisation de l'accueil et de financement de l'accueil différent, éventuellement d'ailleurs en octroyant aux organismes gestionnaires la possibilité de facturer, donc et de déclencher la prestation, la PSU, même si les enfants ne sont pas là, parce que la présence permanente va être difficile à gérer. Alors, j'entends bien que c'est difficile, mais il n'est pas question de pouvoir financer des présences fantômes, mais il est question de pouvoir s'adapter à la situation des familles qui vont avoir un certain nombre de difficultés à tenir l'engagement. Je répète, tenir parce leur que place, d'utiliser leur place régulièrement. Utiliser leur place. Donc ça, c'est un premier point.
Est-ce que c'est une façon de nous dire que ça veut dire qu'aussi que le gestionnaire doit intégrer une sorte d'exigence vis-à-vis de tous ceux vers lesquels vous faites un effort particulier? Oui, très certainement. Enfin, c'est comme l'élu du Conseil général, là, excusez-moi, je me souviens son nom, Madame Massot précisait, si le financeur souhaite qu'il y ait 40% de familles défavorisées dans les établissements, il faut que pour ces 40%, il y ait un financement et un mode de financement spécifique, parce qu'évidemment, il ne va pas y avoir les mêmes rentrées au niveau des familles, ni même forcément la même assiduité. Non pas que les familles défavorisées vont s'en désintéresser, mais ils ont des situations un peu plus complexes, y compris si elles travaillent, si un certain nombre de gens qui sont en difficulté, enfin en situation précaire sur le plan professionnel, vont être extrêmement tributaires, alors je ne suis pas en train d'avoir un discours révolutionnaire, mais quand même du bon vouloir de leur employeur par rapport aux horaires, et donc ne vont être absolument pas en mesure de maîtriser et de refuser des heures supplémentaires, et donc ça va jouer forcément sur le mode de garde. Il ne représente pas l'idéal, on va dire, du client du bon gestionnaire qui a des horaires fixes, qui peut venir chercher son enfant toujours à l'heure et qui en plus a des horaires compatibles avec les horaires de travail du personnel de la petite enfance. Si j'ai bien compris, je parlais d'exigence, mais c'est plutôt de tolérance, c'est-à-dire que vos gestionnaires doivent se mettre dans une situation qui leur complique la vie, mais c'est la mission, c'est-à-dire d'arriver à s'adapter aussi à ces publics difficiles pour lesquels il faut en quelque sorte donner plusieurs fois une chance de profiter de la place qui leur est donnée régulièrement, etc., même si c'est compliqué vu les conditions que vous nous avez données. Alors oui, c'est une notion d'adaptation. Alors juste, je vais rajouter une chose, c'est que Mme Massot a dit on ne mesure pas les effets tout de suite. C'est certain, elle a raison sur les enfants. Mais comme le disait le docteur Guéné, on peut quand même, et pour la puissance publique, ça peut être intéressant, mesurer des effets beaucoup plus rapides sur la situation familiale. Quand on parle de personnes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle, le fait de sécuriser la garde d'enfants, c'est un énorme atout pour sécuriser l'insertion professionnelle. Ça peut se révéler assez vite payant pour une commune. Si quelqu'un, grâce à ça, retourne à l'emploi, il va payer de la taxe d'habitation, il va payer un certain nombre de choses. Ça peut peut-être être quelque chose qui peut être intéressant à relativement court terme, voilà, oui, sans compter l'amélioration de la qualité de vie de la famille. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'abord, le premier résultat, c'est l'amélioration de la qualité de vie de la famille, ce qui est déjà une satisfaction pour l'élu. Alors, en termes d'organisation chez vous, qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence que vous devez gérer? Ça veut dire que c'est à prendre en charge, et difficile à prendre en charge dans vos organisations? Ah bah oui, du fait des contraintes, même s'il y a eu des améliorations avec le système actuel, mais ça reste, entre guillemets, un choix assez volontariste des gestionnaires d'accueillir un public défavorisé. C'est moins facile, enfin c'est moins, et ça demande une volonté, c'est moins rentable que d'accueillir des familles qui vont pouvoir avoir une participation élevée et surtout une régularité de présence. Donc là-dessus, il faut effectivement qu'il y ait une politique volontariste de ce point de vue-là. Et oui, c'est que si on considère qu'il faut que ça soit le cas dans les établissements collectifs, il faut donc qu'il y ait des dispositions de gestion liées à cette politique-là. Et des dispositions qui doivent être fournies, enfin organisées par les pouvoirs publics, ou c'est vous-même qui devez vous réorganiser de votre propre initiative? Alors, on ne va pas toujours chercher chez d'autres, on peut toujours essayer de s'améliorer, mais il y a quand même aussi le nerf de la guerre qui compte, et effectivement, accueillir une famille, enfin un enfant d'une famille défavorisée, ça implique des contraintes de gestion évidemment plus complexes que pour une famille qui n'a pas ce type de contraintes. Alors, Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, vous êtes donc le président de la Fédération des entreprises de crèches privées. Nombre d'emplois, nombre de places, donnez-nous aussi un peu à voir ce que ça représente, ces entreprises, leur impact aujourd'hui en France. Alors, bonjour à tous. La Fédération française des entreprises de crèches, aujourd'hui, c'est en une décennie à peu près 30 000 places de crèches et 10 000 emplois créés donc, dans le secteur de la petite enfance. Donc là, les membres de la Fédération sont présents dans à peu près 70 départements en France et ces 30 000 places représentent à peu près 10%
des places sur le territoire. Un point important, ce sont à la fois des crèches d'entreprise, donc des crèches d'employeurs, et à la fois des crèches en délégation de services publics pour le compte des collectivités, mais aussi des micro-crèches ou des crèches pour le secteur hospitalier. Alors, il y a des noms assez connus. Vous dirigez l'entreprise des Petits Chaperons Rouges. Il y a Babylou, pas celle qui a fait un peu de bruit, mais il y a un réseau qui s'appelle Babylou. Il y a des crèches d'entreprise, notamment dans ce domaine. Mais il y a aussi des petites unités, des petites PME, je dirais. Enfin, c'est quoi la nature des entreprises privées en la matière? Vous avez 30 membres au sein de la fédération. Certains groupes gèrent plus de 200 crèches et d'autres gèrent 1 ou 2 unités. Donc vous avez vraiment une représentation assez fidèle du foisonnement qui existe dans les territoires pour la petite enfance. Juste une question, le développement, c'est-à-dire ça démarre de quand? On sait que depuis 2002, elles sont éligibles, comme le disait le directeur de la CNAF tout à l'heure, à certains modes de financement public. Aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? J'ai cru entendre dire que vous avez participé, par exemple, au développement de l'Observatoire des entreprises de services. Donc vous êtes très présent dans cette dynamique avec les partenaires sociaux. C'est parce qu'il y a une tendance au développement assez forte du secteur privé en la matière. Indéniablement, les premières crèches d'entreprise, je dirais, nouvelle formule, suite à la réforme de la CNAF et du ministère de la Famille en 2002-2003. Les premières crèches d'entreprise sont apparues en 2005 et donc ces 30 000 places ont été créées sur les 10 dernières années. D'accord. Alors, le rôle aujourd'hui que vous pensez qui peut être assigné au privé dans le contexte de l'objectif fixé par ce colloque, la question posée par ce colloque qui est comment faire mieux pour réduire les inégalités dès la petite enfance? Alors, je pense tout d'abord que lorsqu'on exerce ce métier, qu'on soit professionnel, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit élu de terrain, on le fait parce qu'on est au départ des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a à la fois des enjeux moraux, comme le rappelait la PMI tout à l'heure, mais aussi des bénéfices sociétaux, c'est-à-dire à la fois l'économique et le social, et l'un nourrit l'autre et réciproquement. C'est important en termes de natalité, en termes donc le bénéfice économique à terme pour la France, c'est important et essentiel aussi en termes d'éducation, et donc faire en sorte que nos enfants aient une meilleure vie demain. J'ai été très intéressé ce matin d'entendre parler de l'exemple anglais. Excusez-moi, je vais faire un peu de provoque, mais comme je demandais tout à l'heure à Olivier Neblecourt si ces choix l'avaient mis en difficulté, si vous nous faites ce petit préalable, c'est parce que vous voulez vous excuser du fait que vous gagnez de l'argent ? Au contraire, bien au contraire, et j'y viendrai tout à l'heure, le fait de gagner de l'argent, c'est juste essentiel si on veut innover demain dans la petite enfance. Il faut des moyens. Sans moyens, les professionnels sur le terrain ne peuvent rien faire. Donc c'est une bonne chose de gagner de l'argent. Mais ce n'est pas c'était de la provocation positive, c'est pour vous amener à expliquer pourquoi. Je l'ai bien compris. Voilà. Alors justement, sur le côté sacraliser la petite enfance, avec l'exemple anglais, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quoi l'exemple anglais? Pardon. Ce qui a été indiqué ce matin, à savoir que lorsqu'il y a eu des choix budgétaires de fait, l'Angleterre a décidé de ne pas toucher au budget de la petite enfance. Voilà. Lorsque je regarde aujourd'hui avec les membres de la fédération, j'ai plusieurs membres qui ont 15% de familles fragiles dans leur crèche, c'est-à-dire des familles dont le revenu est inférieur à un SMIC. J'ai énormément de membres qui ont beaucoup de familles monoparentales, parce que la monoparentalité, et notamment en milieu urbain, ça touche beaucoup de jeunes femmes. On a des exemples de membres qui ont mis en place des référents handicap dans leur crèche et qui, dans leur réseau, accueillent plus de 60 enfants porteurs de handicap, alors qu'il y a quelques années, il n'y en avait pas. Il y a beaucoup de collaboration avec les CCAS et les services de PMI pour l'urgence sociale. Donc, on voit bien que lorsqu'on est dans ce métier, lorsqu'on est dans ce secteur, on a le social qui est chevillé au corps, on le fait peut-être avec des moyens qui sont un peu différents de ceux de l'AMF ou ceux de l'UNIOPS, mais on le fait pour aboutir au même point d'arrivée. Le modèle social français aussi, j'ai entendu beaucoup de choses un peu négatives ce matin et je voudrais le valoriser, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui est unique en Europe, qui marche extrêmement bien avec la PSU, dont la CNAF a parlé, et qui garantit effectivement l'accès à tous, avec cette mission d'intérêt général que partagent tous les gestionnaires, avec aussi la demande des clients, c'est-à-dire les employeurs qui aujourd'hui, lorsqu'ils réservent des places dans les crèches, eh bien, le font parce qu'ils veulent aider la parentalité en entreprise, ils veulent aider leurs salariés à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Et avec un dernier point qui est les communes. Toutes les communes avec lesquelles on travaille et lorsqu'on répond à des appels d'offres de marché public, leur première demande, c'est la qualité du service public. Donc on voit bien qu'on a un certain nombre d'acteurs qui sont réunis ensemble avec une vision qui
est assez identique. Et en tout cas est plutôt porteuse d'avenir. Et juste pour terminer sur ce point, on a tendance dans ce pays à se faire peur, à se faire mal, et alors qu'on est extrêmement vertueux. Je vais vous donner un exemple. Le plancher de la PSU, pour une famille très défavorisée, c'est 3 € par jour pour faire garder son enfant à temps plein, le nourrir, lui faire la sieste, le changer et l'éveiller. 3 € par jour. Une babysitter à Paris, c'est entre 8 et 10 € par heure. Donc on a le prix le plus bas en Europe pour la crèche. Et en général, et le prix moyen, par contre, il est 3 à 5 fois moins cher que les autres pays en Europe. Donc on a déjà un modèle qui est exceptionnel et qui fonctionne. Le nombre de familles pauvres, le rapport Terranova dit c'est 8%. Mais il y a 12% d'enfants présents en crèche. Donc finalement, on n'est pas si loin non plus. Je ne pense pas que l'écart soit aussi important que ce qui a été dit ce matin. Donc il y a une question d'ailleurs sur le critère d'attribution des places, parce que lorsque les communes attribuent des places par rapport soit aux familles qui travaillent toutes les deux, ou alors en se disant je vais en donner à des familles qui ne travaillent pas pour les aider au retour à l'emploi, les deux ont tort et les deux ont raison en réalité. Donc il faut tout pour faire un monde, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais. Donc je voudrais revenir là-dessus. Le modèle français, il fonctionne et il fonctionne bien. Je suis moins d'accord avec le côté punitif, qui est de dire il faut atteindre tel quota, parce que ça on est très fort pour mettre des règles et des quotas, et après ça devient punitif et pas incitatif. Et donc je pense qu'au contraire, il faut responsabiliser les gens sur le terrain. Oui. Non, ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est que vous êtes en train d'interpeller, Daniel Lenoir se prépare pour son intervention, mais vous êtes en train d'interpeller aussi bien la CNAF que les pouvoirs publics, les élus, pour leur dire sauvons, maintenons, pérennisons, développons le modèle français dans son mode de financement, qui ne fait pas la part entre privé et public, c'est pas le souci, et qui impose en revanche des critères à peu près communs à tous, ce barème commun, comme on le disait ce matin. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, vous, opérateurs du privé, maintenons la qualité et le côté exceptionnel du système français. Les initiatives sur le terrain, elles sont nombreuses. J'ai interpellé la fédération, j'ai eu droit à 50 initiatives qui me sont remontées en une semaine, sans lancer de pique à Terranova, parce que j'ai aussi été auditionné pour le rapport et il a le mérite d'être sorti et d'avoir fait bouger les lignes, mais les équipes en crèche n'ont pas attendu le rapport Terranova pour travailler leur projet éducatif, social et pédagogique. Ça fait des années que ça marche et que ça fonctionne. Très bien. Et je vais vous donner juste 2-3 exemples. Une crèche à Paris qui accueille des enfants diabétiques en partenariat avec Necker. Le langage des signes pour les bébés dans une crèche à Montpellier. Un projet tourné sur l'éveil musical. Un exemple à Angers sur l'estime de soi qui est génial. C'est un partenariat avec le primaire où les enfants qui apprennent à lire viennent lire des livres à la section des grands dans la crèche. Vous imaginez en termes de réciprocité l'impact que ça peut avoir sur les deux enfants, à la fois les grands de la section de la crèche et à la fois sur les enfants de l'école. Des projets de réinsertion sociale à Niort pour des familles en difficulté qui viennent utiliser la crèche en accueil occasionnel, parce que ça on n'en a pas parlé entre l'accueil régulier et l'accueil occasionnel, là aussi il y a plein de choses à réfléchir. Et bien évidemment toute la verbalisation, et la verbalisation au-delà du parler bambin, qui n'est pas du parler bébé, mais qui est de parler aux enfants comme à des adultes. Au-delà de ce projet-là, c'est aussi, là on n'en a pas parlé, c'est le besoin de former les équipes, parce que parler adultes aux enfants toute la journée, c'est très exigeant. Et il faut former les parents et il faut former les équipes là-dessus. Et donc il faut des moyens. Juste à ce stade, parce que quand même, du coup, on se dit, mais où est la différence entre vous deux ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui sépare le privé de l'associatif ou du parapublic ou du public ? Enfin, expliquez-nous. Je pense que le chemin est le même. Monsieur Ménard, déjà. On va passer aux questions, je vous en prie, mais... Ça va peut-être être décevant, mais je suis pas sûr que ça soit... Enfin, on va pas chercher la polémique pour le principe. Non, mais je cherche pas la polémique. Peut-être la différence, c'est que mon voisin considère que donner un objectif en tant que de place de famille défavorisée, c'est une version punitive, et que nous, on considère peut-être que c'est, au contraire, une mise en œuvre d'une politique de prévention qui aurait du sens. C'est peut-être la différence. Après, sur les modes de gestion, on va discuter, on peut discuter à l'envie, mais c'est pas le lieu. Ce qu'on peut penser, nous, c'est que, si vous voulez, comme ça a été dit, il y a à réfléchir aussi comment on va donner et comment la société s'organise pour donner le maximum de chances à tous et les mêmes chances. Alors moi, je vais vous donner deux chiffres qui m'ont marqué récemment, que j'ai appris, donc je vous les partage. 80% des personnes handicapées en France n'étaient pas handicapées avant leur majorité. Deuxième chiffre, le niveau moyen
de formation des personnes handicapées adultes est sensiblement inférieur au reste de la population. Alors, en analysant ça, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, c'est pas très normal, puisqu'ils n'étaient pas handicapés avant leur période de formation. Qu'est-ce qu'on semble constater? C'est qu'un niveau bas de formation prédispose au handicap. Et donc, alors, l'analyse n'est pas assez fine pour savoir si ça démarre. Et oui, mais malheureusement, c'est triste, mais c'est ça. La réalité, c'est qu'un niveau bas de formation va entraîner aussi un niveau bas d'insertion professionnelle, va aussi entraîner une difficulté peut-être à prévenir un certain nombre de choses. Et la réalité, c'est que les adultes handicapés sont avec un niveau de formation inférieur au reste de la population, et que les emplois les plus précaires vont aussi générer un certain nombre de troubles musculo-squelettiques, d'un certain nombre de choses comme ça, qui débouchent sur du handicap. Je ne vais pas détailler les chiffres là. Attends, mais je peux. Mais attends, on s'éloigne. Non, mais je vais finir, donc tu vas me laisser terminer, gentiment quand même. Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, il y a vraiment des choix de société à faire pour se dire, est-ce que dès le plus jeune âge, et donc j'arrive bien sur la petite enfance, on donne les moyens d'une possibilité d'insertion sociale et professionnelle maximum. Et là, on se dit que des enfants qui vont pas avoir une prise en charge dans leur petite enfance, qui vont débarquer à la maternelle, par exemple, sans vouloir faire de caricature, mais en quittant le dos de la maman, par exemple, démarrent leur scolarité avec un handicap. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour donner à tous les mêmes chances? Ok. Alors, sur cette question de différence, et puis ensuite on passe aux questions. Oui, il y en a beaucoup. Juste si on se projette sur l'avenir, les enfants qui sont en crèche aujourd'hui, ils vont rentrer sur le marché du travail en 2040. Vous regardez toutes les études, en 2040, il y a un métier sur deux qui n'existe pas encore aujourd'hui. En 2040, si vous parlez pas au moins, pas une, mais deux langues étrangères, ça va être compliqué. En 2040, si vous n'êtes pas bilingue en numérique, ça va être très compliqué. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que la crèche, qui historiquement en France était un lieu sanitaire et social, qui aujourd'hui de plus en plus devient un lieu d'éveil, qui ne doit pas être un lieu d'éducation, hein, j'insiste, les enfants, ils rentrent pas à Polytechnique, ils rentrent en maternelle après. Mais on doit quand même avoir ces prémices de l'éducation. On doit avoir cet éveil de qualité qui répond aussi aux besoins des parents. Il faut être encore plus à l'écoute de ce que souhaitent les parents, je pense. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir qu'on dégage des moyens pour faire en sorte qu'on puisse financer l'innovation et inventer ensemble les crèches du XXIe siècle. Oui, donc à 5 à 10 ans, le secteur, c'est pas uniquement le privé, mais en l'occurrence, c'est tout ce que vous venez de dire sur le... Alors, en vrac, quelques questions. Il y en a une qui me paraît permettre d'avancer, par exemple, mais qui me frappe, qui est revenue un peu ce matin aussi, c'est prendre soin de la petite enfance, c'est aussi favoriser l'apprentissage des parents. Alors, on l'a évoqué cet après-midi plus que ce matin, mais peut-être pas assez. Je vous livre ça, je vous livre tout, et puis vous réagirez un petit peu en bloc. Il nous reste 45 minutes. Le changement des enfants est maximal entre 0 et 3 ans, on l'avait vu. Le gouvernement peut-il faire évoluer un pays aussi rapidement? Bon, ça, c'est une question. On n'a personne du gouvernement là autour de la table. On a au moins 2, voire 3 qui aspireraient à être ministres, c'est sûr, puisqu'on a 3 élus, mais bien oui, forcément. Mais pour l'instant, pas encore au gouvernement. Le critère d'une situation de pauvreté. Alors, on vient à des choses un peu plus triviales, pardonnez-moi, mais le critère d'une situation de pauvreté, pour une famille, est-ce un taux horaire inférieur à 1 euro de l'heure? Bon, vous nous avez répondu, on est à 3 par jour. Hein. Voilà, donc on est en dessous, évidemment, de ce taux-là. Changer le regard des adultes de demain, autre question, par la mise en place de la mixité dès la petite enfance. Changer le regard des adultes, cette notion de mixité fait encore débat, vous nous l'avez dit. Faut-il une politique globale ou favoriser les expérimentations à des niveaux plus locaux? Ne serait-ce pas plus propice à l'innovation? Voilà une question qui est posée là. Ok, très bien, ce débat, mais comment dupliquer du privé au public et dans toutes les régions ces bonnes pratiques? Question aussi. Et puis, sans vouloir être polémique, s'il est vrai qu'il faut réduire les inégalités dès la petite enfance en incluant des critères sociaux et de pauvreté, quid de l'évolution de la base familiale? Bon, vous avez évoqué le travail, enfin, bon, mais je vais vous laisser répondre. Voilà pour quelques-unes des questions posées par SMS, et puis maintenant je vais vous permettre aussi, comme tout à l'heure, d'intervenir. Alors qui, dans ce débat, sur les innovations, sur les politiques publiques, sur la tarification, sur l'organisation, voudrait rajouter des éléments ou interpeller nos intervenants? Faites-moi signe, si vous voulez bien. On a encore 40 minutes, on en profite.
avant qu'il ne réponde à ces questions. Je sais que c'est plus fatigant l'après-midi, plus difficile, mais je suis sûr que l'occasion va pas se... Voilà, madame, je vous en prie, est-ce que vous voulez bien vous lever au moins, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, peut-être ce sera plus simple. Non, sinon c'est pas très grave, on va essayer de vous écouter. Voilà. Alors vous appuyez bien sur le bouton pour qu'on vous entende, le bouton est au pied du micro. Voilà. Alors présentez-vous peut-être s'il vous plaît. Non. Non plus. C'est pas grave. Allez-y, je vous en prie, d'un mot d'abord. Je m'appelle Sylviane Géant-Pinault, je suis au titre de l'Association nationale des psychologues pour la petite enfance et je suis aussi l'auteur d'un certain nombre d'articles et d'ouvrages sur ces questions d'accueil et de prévention de la petite enfance. En fait, j'oscille cet après-midi entre la réjouissance de voir qu'on a le sentiment que tout le monde est d'accord sur des choses que certains d'entre nous, et dans cette salle, j'en vois un paquet, nous défendons depuis les années 80. À savoir, premièrement, qu'il faut des modes d'accueil en quantité et en qualité. Secondairement, que les modes d'accueil pour la petite enfance doivent se développer dans la variété pour pouvoir répondre non seulement aux besoins des parents, mais aussi aux projets des parents pour leurs enfants. Troisièmement, que les modes d'accueil de qualité, adaptés, localisés avec pertinence, sont le meilleur outil de prévention à triple niveau. Prévention sociale, puisque des parents entrent en contact avec des professionnels qualifiés, entrent en contact avec d'autres parents. Prévention psychologique, parce que les enfants sont en contact avec théoriquement des professionnels qualifiés pour s'occuper d'eux, mais aussi des professionnels qui non seulement ont une espèce de compétence, à savoir faire tout bien et appliquer tout bien, les programmes, les institutions institutionnelles et les projets éducatifs qui souvent sont rédigés et se ressemblent tous, mais surtout des professionnels qui inventent, construisent leurs propres connaissances au fur et à mesure qu'ils avancent, parce qu'ils travaillent avec d'autres en pluridisciplinarité. Il y a des groupes de formation, de supervision, etc. Ça, c'est votre satisfaction. Alors, qu'est-ce qui vous gêne aussi ? Et le troisième niveau de prévention, c'est une prévention médicale. Car c'est vrai que nous voulons tous ces modes d'accueil qui ne soient pas que sanitaires, etc., mais aussi la santé d'un jeune enfant, elle est psychosomatique et sociale. Et tout est en interférence avec tout. Alors, on a l'impression cet après-midi que tout le monde est d'accord là-dessus et qu'il faut mettre le paquet, et qu'en plus, nous œuvrons tous pour une justice sociale pour que les enfants, ceux qui seraient défavorisés dès le départ, puissent avoir les mêmes chances à l'arrivée. Ce matin, on entendait l'entrée dans le tuyau, la sortie du tuyau. C'est extraordinaire parce que le tube digestif n'est pas loin. Et pourtant, on entend des choses totalement divergentes. Et juste quand même rappeler que sur la prévention précoce, il y a plusieurs approches, oui, mais sur la prévention précoce, il y a plusieurs approches qui ne sont pas convergentes. Et si on est tous d'accord pour dire qu'il y a des enfants qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux plus spécifiquement, le vrai débat, c'est pourquoi il faut les désigner, pourquoi il faut les sortir des groupes, et pourquoi on ne continue pas à essayer de construire, y compris en temps de crise, en récession budgétaire, etc., on n'est pas dupe. Pourquoi on n'applique pas quand même des choses qui sont dans le rapport de l'IGA de 2011, ces grands principes français d'universalisme proportionnel. Et ça ne veut pas dire, parce que quand même, on parle de tout à l'heure, comme si c'était une évidence de famille, de situation à risque, de population à risque, etc. Mais on ne les a pas définis. Moi, quand même, je me dis, c'est bizarre, parce que l'alcoolisme, c'est seulement dans les milieux des
Alors, je m'impose de vous interrompre, docteur. Je vous en prie, si vous voulez bien finir, en effet. Que je puisse passer la parole à d'autres. Autrement, en essayant d'englober ici en une journée des questions aussi importantes que ça, et en les empiétricotant avec une méthode par les bambins, qui est une façon de mettre notre pensée en entonnoir. Juste un mot, si vous permettez, mais toute pensée vaut respect. Mais le fait même que vous ayez eu la parole et que cette objection soit portée est la preuve que personne ne cherche à ramener au bas de l'entonnoir du tuyau, pour reprendre votre expression, ou celle que vous avez pointée du doigt, une quelconque ligne. Il n'y a pas de ligne, il y a un débat. On est dans un colloque où il y a un débat, il y a des objections. Et vous avez raison. J'ai essayé de pousser le professeur Guednet tout à l'heure à préciser la question des critères de désignation des milieux, en quelque sorte. Et tout de même, depuis le début du colloque, on évoque quoi? La pauvreté, les milieux défavorisés, ceux qui ne retirent pas vos objections sur les facteurs de risque que vous avez cités, mais qui sont d'une autre nature. Mais c'est vrai que le facteur principal cité depuis le début de la journée, c'est celui de la pauvreté, de la misère, du fait d'être défavorisé, au moins économiquement. Dont acte, c'est peut-être pas le seul, et ces objections, c'est le principal point que je retiens dans ce que vous dites. En tout cas, ça va obliger le professeur à vous répondre, au moins lui, sur cette question de la prévention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, madame, je vous en prie ici. Alors, s'il vous plaît, encore un peu d'attention, par respect pour les autres intervenants. Vous voudrez intervenir là-bas, monsieur, c'est ça? Après? Ok. Madame, je vous en prie. Présentez-vous d'un mot. Je suis Madame Ancina, je suis responsable d'un service petite enfance à la ville de l'Essonne. Laquelle? Courcouronne. Courcouronne. J'ai la chance, avec les équipes que j'encadre, d'avoir les moyens de travailler. Depuis ce matin, j'ai envie de prendre la parole en disant que mettre un enfant dans un collectif ne suffit pas à ce qu'il soit bien encadré. Et que les conditions dans lesquelles cet enfant est dans le collectif est hyper important. Je revendique le fait que les équipes que j'encadre font du merveilleux travail auprès des enfants parce qu'elles sont à 90% diplômées auxiliaires de puériculture ou éducateurs de jeunes enfants. Et là, le rôle du politique est hyper important, alors que la loi ne nous oblige pas du tout aux 90%. On travaille avec Accès et avec les médiathèques, avec le livre depuis de nombreuses années. Donc le livre est un outil chez les enfants à disposition dès chez les tout petits, avec du coup un budget énorme de rachat de livres, mais tant pis. Et on fait aussi du parler bambin, qui n'est pas une méthode. Comme l'OXI n'est pas une méthode, parler bambin n'est pas une méthode. Et je vous invite, alors peut-être pas tous parce que vous êtes nombreux, mais à venir nous voir, parce que par petit on groupe. limite parler bambin aux ateliers, aux ateliers, et ce n'est pas que ça. Le fait de travailler sur comment on s'adresse à un enfant, comment on parle avec un enfant et pas parler à l'enfant. Pendant longtemps, j'ai accompagné les équipes pour qu'elles parlent à l'enfant. Et je ne dis pas aux enfants, bien à l'enfant. Et là, on est passé où on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas assez avec l'enfant. Et Parler Bambin nous a permis d'améliorer nos pratiques par rapport à chaque enfant. Et ça, voilà. Et le travail avec les parents. Il y a 3 axes dans Parler Bambin. Et il y a aussi le travail avec les parents. Alors, c'est pas leur donner l'imagerie et leur dire « il faut que vous travaillez 1 heure ce soir ». C'est pas du tout ça. Sauf que du coup, il y a des parents qui venaient à la crèche, qui disaient que tout allait bien, qui repartaient le soir et avec qui l'équipe n'arrivait pas à discuter. Et bien, grâce à ça, et bien maintenant, c'est des parents avec qui on parle et qui nous parlent de leur vécu avec leur enfant, voire autre. Les enfants, c'est pareil. Il n'y a pas que les petits parleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas que des enfants qui ne parlent pas et qui ont un retard de langage. C'est aussi des enfants qui, dans une collectivité, n'arrivent pas à s'exprimer parce que le groupe est trop, trop fort, trop prégnant sur eux. Et on voit une petite fille qui a suivi les ateliers, qui au bout de quelques mois d'atelier a réussi, et ça l'auxiliaire a été émerveillé, à dire à un copain qui venait l'embêter, lui dire « tu arrêtes maintenant de m'embêter ». Alors que c'est une enfant qui ne parlait pas. Donc vraiment, je vous invite, je défends les idées que Pickler a travaillé depuis de nombreuses années. On n'est pas une crèche Pickler parce que ce n'est pas une méthode. Mais l'accueil de qualité, c'est vraiment du personnel qualifié. Et Parler Bambin n'est pas ce que j'entends et ce que je lis quelquefois dans les médias. Oui. Vous voyez que le débat se poursuit.
Excellent. Voilà, je vais répondre aussi à Sylvia Turbino, que je connais un peu, et avec qui on a l'occasion de débattre. Je m'appelle Thomas Sayas, je suis enseignant-chercheur en psychologie. J'ai eu la chance de travailler avec Antoine Guédinet sur le projet KPDP, de mener aujourd'hui le projet Banjo. Je suis un peu sidéré de la manière un peu récurrente qu'on a en France de jeter la pierre aux personnes qui essayent des choses, sans les laisser terminer, sans donner la chance de débattre autour de ce qui serait bien dans un projet, peut-être moins bien dans ce projet, et de juger les choses de manière un peu globale. Que la question de parler bambin vient de vous être décrite de manière peut-être un peu plus dans le détail, un peu plus convaincante, parce qu'un peu plus centrée sur le terrain que de l'extérieur, où on voudrait bien se donner des airs un peu jugementaux. On a en France quelque chose qui est formidable, un service de droit commun qui existe depuis 1945, qui est la PMI. Vous êtes médecin de PMI, vous êtes professionnel de PMI, vous connaissez la PMI, et la PMI fait un boulot extraordinaire. La PMI existe depuis 1945, et précisément parce qu'elle existe depuis 1945, se doit d'un aggiornamento interne aussi, une évolution de cette pratique qu'on essaye d'accompagner. Je parle de la PMI ici, c'est le milieu que je connais avec les professionnels avec lesquels je travaille quotidiennement. On a parlé aussi du milieu scolaire. Je crois qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain en prétextant qu'on a un système de droit commun tellement fonctionnel qu'on pourrait innover à l'intérieur du système de droit commun, mais que peut-être qu'on peut faire un peu plus. Et tu as cité la question de l'universalisme proportionné. On fait référence à un concept qui précise que chaque parent, par exemple, pour reprendre la question des parents, puisqu'on y est, pourrait avoir droit à un service minimal au-dessus duquel viendraient s'ajouter des services supplémentaires pour les personnes qui en requièrent. Je pense que c'est précisément vers ça qu'il faut aller. Et que tous ces projets qu'on nomme aujourd'hui, ils ont aussi vocation à contribuer à une réflexion collective autour de l'innovation sociale, autour de l'innovation en santé, qu'on ne doit pas tout balancer sous le prétexte qu'on n'est pas d'accord avec tout, et qu'on aurait finalement, sous réserve d'une forme de bien-pensance, un jugement à porter sur des choses qu'on ne maîtrise pas complètement. Je suis un petit peu agacé, vous vous sentez peut-être dans mon ton, je m'en excuse, je ne cherche pas à être agressif, je cherche juste à dire est-ce qu'on peut plutôt que pousser les cris d'orfraie, essayer de travailler ensemble à comprendre qu'est-ce qui est bon dans ces projets, qu'est-ce qui est peut-être moins bon dans ces projets, de réfléchir ensemble sans prendre parti d'un camp ou d'un autre en disant moi je suis pour le service de droit commun universel, moi je suis pour la prévention ciblée, personne n'est pour une prévention ciblée qui va venir chercher précisément les pauvres, les exclure d'un groupe, comme je vous disais, et les sortir d'un collectif pour les juger et en faire des objets de détestation. Donc faisons ensemble, dans un universalisme proportionné, je te rejoins 1000% là-dessus. Par contre, il faut que tout le monde ait quelque chose, mais il faut aussi qu'on soit capable d'innovation aujourd'hui. On est au 21e siècle, avec des enjeux précisément du 21e siècle. Médiateur. Autant le fait que Madame insiste sur le fait qu'il y a plein d'idées très différentes, d'analyses très différentes, ben c'est pas grave parce que c'est le propre d'un débat. Autant cri d'orfraie, ça pouvait être mal interprété. Voilà. Mais c'est pas ce que vous vouliez dire sans doute, c'est une formule de style dans l'expression. On voit bien qu'il y a des pratiques, des analyses de ces pratiques de la part des professionnels que vous êtes, qui sont très tranchées et très différentes. Mais c'est formidable, c'est l'objet de ce que vous avez organisé, la CNAF, Terra Nova et Montaigne aujourd'hui, de les confronter. Docteur, vous voulez reprendre la parole. Si vous me promettez que c'est assez court, et pas c'est d'accord. Mais non, je te laisse pas possible. On est sur des questions complexes ce matin, et je pense que, par exemple, la question de intervention universelle versus intervention ciblée, ou comment on combine les deux, ça vaut un colloque à soi tout seul. D'accord. D'ailleurs, c'est tellement compliqué qu'on n'a pas tous compris. Ça vaut un colloque à soi tout seul. Je pourrais renvoyer à Thomas Sayas un certain nombre de propos de familles qui sont habituées à des interventions très ciblées au Québec et que nous avons rencontrées dans une ville qui s'appelle Longueuil, qui est une banlieue de Montréal, et qui nous ont expliqué comment, après 20 ans de politique de surciblage des populations à risque, ils n'en pouvaient plus des interventions du travail social. Donc voilà, alors je ne vais pas renvoyer entre Thomas Sayas, c'est pas, il y a des débats de fond, il faut les avoir, non pas en disant c'est agaçant, c'est pas agaçant, il faut avoir des débats sur les arguments de fond. Juste un dernier point, pourquoi on ne peut pas uniquement s'intéresser aux populations, même s'il faut, qu'est-ce que fait la PMI, tu l'as très bien dit, depuis 50 ans, beaucoup de travail auprès de populations en très grande difficulté. Mais en même temps, quand on lit que l'étude de Anne Kurtz sur les infanticides précoces nous montre que ce n'est pas le niveau socio-économique qui est déterminant dans les violences les plus extrêmes auprès des tout jeunes enfants, on est quand même interpellé d'aller aussi travailler en prévention
intervention avec d'autres familles, et pas uniquement avec les familles ciblées par certains programmes. C'est tout. Je ne critique pas les programmes en question, je dis qu'il ne faut pas s'en limiter à ça, c'est tout, et que le débat vaut la peine d'être mené de façon très sérieuse, très argumentée, et pour ça, 1 ou 2 jours de colloque. Si vous voulez l'organiser ici, on y est tous prêts, je crois. Daniel Lenoir, Thierry Pech et Laurent Corne, Surtout la tous ont bien entendu. Alors, dans 20 minutes de conclusion pour chaque des intervenants et de réponse à toutes ces interpellations, mais une ou deux dernières interventions. Madame, allez-y. Bonjour, je me présente, je suis Pascal Play, je suis référente Petite Enfance Famille à l'UNA, qui est une fédération nationale essentiellement tournée sur l'intervention à domicile, mais qui fait aussi de l'accueil collectif auprès des tout petits, en crèche notamment, et en école par exemple. Juste pour dire que je suis très contente d'avoir entendu cet après-midi parler de collaboration des modes d'accueil entre eux. Je trouve qu'on a vraiment des choses à inventer sur les territoires pour mettre ensemble l'accueil individuel, les assistantes maternelles, par exemple, les structures collectives, bien sûr, tout ce qui se passe aussi au domicile des familles, comme par exemple la garde d'enfants au domicile des familles, qui peut venir complémentairement amener une solution tierce sur la question effectivement des horaires atypiques, de la reprise d'urgence d'emploi, de choses comme ça. Donc je pense que sur les territoires, on a vraiment des choses à mailler. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont en œuvre aujourd'hui, comme les schémas départementaux qui vont, j'espère, nous y aider et à construire des dispositifs complètement complémentaires sur le territoire. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve qu'il est très important aussi de sortir des tuyaux d'orgue entre parents d'un côté et enfants de l'autre côté, avec tout un dispositif petite enfance et tout un dispositif parentalité qui souvent ont du mal à se combiner aussi sur les territoires. Et je trouve qu'on a... moi j'ai beaucoup aimé votre intervention, monsieur, sur effectivement l'importance de la PMI et l'importance de ces suivis à domicile, puis nous, c'est notre cœur de métier sur la famille. Et c'est vrai qu'on aurait intérêt à construire des dispositifs où tout ça puisse être mobilisé ensemble, conjointement et en collaboration pour les familles, quelles qu'elles soient. Les familles qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient pauvres, pas pauvres, etc. Voilà. Peut-être vous laisser pardon. Allez-y, est-ce que vous... Merci. Et ces différentes visions ici, pour commencer par ce point-là, et puis évidemment les émotions.
Oui, rapidement, je pense que Thomas a fait bien mieux que moi la réponse. Je ne suis pas du tout à l'aise sur des débats idéologiques. Ce n'est pas mon métier. Moi, je suis un clinicien et un chercheur. Et ce n'est pas mon métier que de débattre sur la philosophie ou l'idéologie des choses. La question que j'ai vue ressortir, c'est des choses qui viennent du terrain. C'est-à-dire que votre intervention disait au fond, parler au bébé à domicile avec les parents, ça a un effet sur le développement. C'est ce qu'on a vu aussi dans pas mal de situations et de recherches. Aller à domicile, parler avec les parents a un effet sur le développement des choses, dans une relation d'alliance. Et donc il ne s'agit pas d'une relation de ciblage ou de repérage, il s'agit d'aller s'adresser à des parents qui peuvent être en vulnérabilité pour leur demander s'ils veulent travailler avec nous. C'est ce qu'on a fait dans cette étude. Dans cette étude, on a interrogé 900 familles dans des maternités. Et ça... Oui, absolument. C'est pas ça du tout qu'on fait. Et c'était pas du tout sur des risques de l'enfant, puisqu'a priori, l'enfant, il n'en avait pas. C'est la situation dans laquelle il est, et c'est les difficultés parentales qui peuvent mettre son développement éventuellement à risque. Et c'est pour ça qu'il faut bien aller chercher les parents potentiellement vulnérables pour leur proposer une aide. Or, quand on propose ça dans cette recherche, 50% ont accepté, quelle que soit leur origine ethnique et quel que soit leur milieu socio-économique. 50% ont accepté. Et aucun n'a jamais dit « Pourquoi vous me proposez ça ?» Aucun ne nous a jamais dit ça. Ensuite, quand on a demandé après l'avis des gens, après avoir fini la recherche, on a fait des focus group, évidemment, on n'a eu que l'avis des gens qui ont participé. Ça nous aurait beaucoup intéressé d'avoir l'avis des gens qui ont refusé. Mais si on avait ceux qui ont participé, on dit que ça avait été une influence assez considérable dans les choses. Certains ont dit ça m'a pas servi à grand chose. C'était des choses dont j'avais pas besoin. Et il y a 10 à 20% de notre population qui nous a dit c'était super, on était ravis, mais c'était pas vraiment un truc. Mais il y a 60 à 70% qui nous ont dit ça a été indispensable. Et on a eu 2 ou 3 lettres de maman à l'anniversaire des 2 ans de leur fille qui a dit « Qu'est-ce que j'aurais voulu que ma mère rencontre l'intervenante qui est venue à domicile ?» Il y avait une question aussi, locale ou pas. Est-ce qu'il faut faire de la recherche locale ou pas locale ? Locale, c'est très bien. C'est pas, mais il faut la faire avec une méthodologie qui soit généralisable. Parce que toute notre affaire, c'est de savoir au fond qu'est-ce qui est généralisable ensuite, qu'est-ce qui peut s'appliquer à une application généralisée et dans quelles conditions. C'est pour ça qu'il faut faire une recherche dans des conditions rigoureuses pour pouvoir exactement interroger ces résultats en disant voilà pourquoi ça a marché, voilà pourquoi ça n'a pas marché, et qu'est-ce qui a une chance de marcher dans une autre population. Mais le point sur cette histoire, c'est quand même que les gens qui travaillent du terrain, que ce soit au niveau politique local ou au niveau clinique ou de la recherche, ils arrivent à la même idée. À gérer de façon égale des situations inégales, on risque de promouvoir l'inégalité, avez-vous dit, Madame Massot, et je trouve que cette formule est remarquable. Cette question d'innovation et de... Voilà, comment vous, l'élu, vous réagissez ? Parce que vous devez être partagé souvent entre des experts qui vous donnent des avis différents ou qui ont des querelles, de chapelle professionnelles. Ah oui, j'ai plusieurs réflexions qui me viennent. D'une part, heureusement que nous avons des personnes ici qui présentent, j'ai envie de dire, le parler bambin de la façon dont on le développe avec les effets qu'il peut avoir non seulement sur les enfants, mais aussi sur l'environnement familial, parce qu'on parle des parents, mais c'est pas seulement les parents. On a pu voir sur les terrains où on a expérimenté que la cellule familiale, c'est-à-dire les frères, les sœurs et éventuellement les grands-parents, ont également des effets positifs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur, je vais sans doute être désagréable, mais tant pis, vous ne me reverrez pas après, c'est pas grave, sur les histoires de la prévention précoce. Je vais faire un parallèle qui va peut-être vous choquer, mais on fait bien du dépistage précoce pour les cancers, d'accord ? De façon à les traiter le plus en amont possible. Et pourquoi on ne s'autoriserait pas à faire de la prévention du dépistage précoce pour des enfants dont on sait pertinemment, parce qu'ils ont une multitude de facteurs à risque, qu'ils vont aller mal toute leur vie ? Ça me hérisse.
excusez-moi, mais franchement, c'est presque épidermique. Je ne vois pas, on n'a pas le droit, c'est une injustice fondamentale que l'on est en train de cautionner, que de dire les enfants dont on sait qu'ils vont avoir des difficultés toute leur vie, eh bien tant pis, on ne fait rien. Je pense, excusez-moi, je finis, je pense en effet qu'il y a des difficultés dans d'autres familles. Il y a des difficultés chez des familles très aisées, d'alcoolisme, de conduite addictive, de non-communication. Nous avons d'une part la faiblesse de penser que ces personnes-là ont quand même un milieu où il y a un peu plus de ressources pour pouvoir s'en sortir. Et que deuxièmement, puisque nous sommes gestionnaires de l'argent public et que nous avons une idéologie politique, eh bien nous nous tournons vers ceux qui n'ont pas les moyens, ni de se débrouiller tout seul, ni d'aller vers les services publics. J'ai peut-être tort, mais c'est ce que je pense. Et heureusement, dans la... d'un groupe social à cette objection, les lieux répondent quoi? Parce que c'est quand même un des arguments les plus forts, même si je ne peux pas parler à leur place, malheureusement je ne peux pas vous donner la parole tout de suite, mais sur ce point. Mais la désignation, l'enfant, la famille va être accompagnée pendant une période donnée de la journée, du mois, de façon spécifique, de façon plus rapprochée, mais ça ne va pas durer tout le temps. C'est-à-dire que dans d'autres moments de sa journée, de sa semaine, il va être dans un milieu tout à fait ordinaire. Donc, je me dis, c'est simplement faire en sorte que pendant une durée déterminée, ça ne doit pas durer tout le temps, mais qu'il puisse y avoir cette attention spécifique qui va nous permettre de travailler avec lui, avec la famille, sur quelque chose qui fait problème. Voilà. Et juste peut-être pour finir, c'est que nous avons dans la mise en place, entre autres, de politiques spécifiques de haute qualité éducative dans les crèches, mais pas seulement, je l'ai dit, chez les assistants maternels, et aussi dans les structures où nous avons la possibilité d'entrer, c'est que à chaque fois, le service protection maternelle infantile est complètement impliqué. Et je finis en disant que nous sommes en train de travailler sur le fait de diriger des indicateurs de santé sociale pour pouvoir faire en sorte de réduire les inégalités dans ce domaine-là comme sur les territoires. Et le parler bambin fait partie de ces repères que nous avons pour essayer de faire en sorte que ces inégalités-là soient réduites. Sur ces sujets, même si parler bambin n'est pas forcément à l'avance, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, le débat là, Plein de choses. Mais j'ai combien de temps? Vous m'inquiétez là, 25 secondes. Non, alors j'arrête tout de suite. Non, mais d'abord, je vais dire, moi je trouve ça absolument passionnant. C'est vrai, j'ai écouté les différentes interventions et j'aurais envie de prendre des choses dans chacune parce que chacune est intéressante. Je crois que déjà, on remet qui au centre de cette journée? L'enfant. Voilà. L'enfant. Et je crois que c'est déjà ce qui doit guider absolument toutes nos réflexions, que l'on soit gestionnaire privé, associatif, élu, etc. Déjà, vraiment, c'est l'enfant. Tous les enfants, quels qu'ils soient, parce que effectivement, un enfant n'est pas responsable du milieu dans lequel il naît. Que ses parents aient de l'argent ou n'en aient pas, qu'il y ait des difficultés ou qu'il n'y en ait pas. Ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Et dans ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, c'est vrai que, j'étais assez d'accord sur une partie de vos propos, peut-être de façon plus précise, à savoir que, et c'est d'ailleurs là que se trouve la difficulté pour un élu, il y a beaucoup d'enfants également, mais les souffrances et les problématiques sont différentes que celles dont vous veniez de parler, madame, effectivement, qui sont dans des milieux aisés, voire très aisés, et qui ont d'énormes souffrances, qui ont de gros manques, etc. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord. Et pour nous, élus, enfin, tout du moins moi, le problème que je me pose et que j'ai rencontré, et avec laquelle j'avais eu l'occasion d'échanger avec la précédente ministre de la Famille, c'est de dire jusqu'où va mon devoir d'intervention dans ces familles. C'est très difficile, dans toutes les familles d'ailleurs en général, pour un élu, où s'arrête la sphère de l'intervention publique, j'ai pas la réponse, et
où s'arrête la sphère de l'intervention privée? Je dis bien, je n'ai hormis, bien évidemment, des cas, j'allais dire graves, de maltraitance. Enfin là, je veux dire, je n'en parle même pas parce que c'est évident que là, à ce moment-là, tout le monde, de toute façon, c'est la règle, qui que ce soit qui a connaissance d'eux doit le dire. Ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, comment faire, nous, élus, pour pouvoir faire en sorte que chaque enfant de notre commune, parce que voilà, moi je me recentre un peu, j'allais dire, sur ma commune, quel que soit son milieu, puisse grandir avec les meilleures chances possibles. Et je pense qu'il ne faut pas faire s'opposer les deux. Ce n'est pas exclusif, c'est complémentaire. Mais voilà, alors après, je pense que chacun, en fonction de son projet politique, vous avez entièrement raison, madame, en fonction de ce qu'il a envie de mettre en place dans sa commune, c'est aussi la richesse de la France, voilà, va plutôt axer sur un sujet ou sur un autre. Mais je pense qu'on ne peut pas, en tout état de cause, en fait, du moins moi je me l'interdis, en tant qu'élu, des parents, ce sont des parents. Voilà, et tout parent peut, à un moment donné de son existence, être en difficulté avec ses enfants. Et tout enfant peut, à un moment donné, être en difficulté. Voilà. Mais là, effectivement, c'est très difficile. Parce qu'il y a des familles qu'on n'arrive pas à toucher, quelles qu'elles soient d'ailleurs, y compris, je veux dire, des familles en grande précarité qui n'oseront jamais aller vers des services ou autres, et qu'il va falloir aller chercher. Mais comment aller les chercher? Et ce que je voulais dire, donc, pour vraiment le dernier mot, c'est que la politique petite enfance, je trouve, enfin bon, voilà, c'est ma délégation, est absolument une politique fabuleuse, parce que d'abord, c'est une politique enfance, c'est une politique sociale, c'est une politique de soutien à la parentalité. Et ça, on ne peut pas supprimer l'un de l'autre, parce que les enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur famille, sont les enfants de leurs parents. Et avant tout, et moi je sais que je dis toujours à mes professionnels, attention, c'est le respect des familles, c'est le respect des parents. Voilà, les enfants ne nous appartiennent pas, ils n'appartiennent à personne, d'ailleurs. Voilà. Et enfin, pour reprendre un petit peu aussi ce que disait monsieur, on fait aussi une politique économique. Voilà, parce que désert social, paradis économique, c'est pas possible. Voilà. Merci. Un petit mot de conclusion. Oui, juste, je pense que Nathalie Ancinas a bien répondu, et je laisserai les personnes désireuses aller visiter toutes les crèches qui font du parler bambin, parce qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que l'étude dont parlait aussi Mireille Massot, qui a été faite, alors indépendamment de ce qui se passe à Grenoble, qui a été faite sur Rennes par Virginie Dardier, qui était plus aussi sur le changement de comportement, de positionnement, pas de comportement, de positionnement du personnel, a quand même montré que ce qui était quand même ressorti, c'était qu'il y avait une meilleure connaissance déjà du développement de l'enfant et de son langage par le personnel, bien que c'est du personnel qualifié, je ne dis pas ça, que la question du langage est parlée en équipe et avec les parents. Et ça, c'était des choses qui ne se faisaient pas avant, qu'il a donc renforcé la coéducation avec les parents, et qu'il a entraîné cette modification de position de l'adulte, comme disait Nathalie Ancinas, dans la relation avec l'enfant, qu'il a permis une observation plus fine d'enfants, qu'il n'y avait pas d'enfants publics, et que cela a permis un épanouissement des enfants en dehors du langage. On ne tire pas les enfants en petits groupes à deux. Quand on va faire un atelier langage, d'abord, c'est amené, les parents sont d'accord, donc on a discuté avec les parents, et les enfants, ils viennent en courant. Vous sortez la mallette, ils viennent en courant, ils veulent parler, ils ont besoin de cette relation individuelle. Il n'y a pas, j'ai pas l'impression qu'on les sorte. En plus, dans les crèches, quand on va faire ces ateliers, puisque c'est ça quand même qui a l'air parfois de cristalliser les choses, quand on fait les ateliers, on ne va pas regarder le milieu social. Je ne voudrais pas qu'on relance le débat sur parler bambin, parce que là, on arrive au bout, et je voudrais donner la parole. C'est pour tous les enfants, ça c'est toujours pour tous les enfants. Après, effectivement, je pense que la politique d'inclure dans les crèches, ça c'est autre chose. Et je pense qu'il faut aussi penser à tous les enfants qui n'ont pas la chance d'être en structure. Et cela, il y a beaucoup à faire aussi. Merci, docteur. Professeur, vous voulez rajouter? Merci à vous. Juste un mot. On arrive à la fin, je voudrais permettre à nos deux opérateurs aussi de dire un mot de conclusion et de passer la parole à Daniel Lenoir pour qu'il conclue. S'il vous plaît, encore quelques minutes d'attention. Un mot sur deux mots-clés et leur rapport qui serait politique et recherche.
Je n'ai pas fait une recherche pour montrer qu'il faut faire de la prévention et que cette prévention doit être ciblée. J'ai fait de la recherche parce que c'est mon métier et pour montrer quel est l'effet d'une intervention préventive sur le développement et sur la psychopathologie. Pour faire une recherche comme ça, vous prenez forcément des populations à risque. Vous n'allez pas prendre des gens qui vont très bien et qui sont dans des conditions optimales parce que vous n'allez pas pouvoir montrer que le programme d'intervention va les faire aller mieux. Vous prenez des gens qui sont avec des facteurs de vulnérabilité importantes et vous allez pouvoir montrer que vous diminuez leur risque. Donc c'est la recherche. Oui. Ensuite, ces recherches, ce que je dis, c'est qu'il faut les faire, il faut les interpréter, et qu'ensuite c'est aux politiques de décider s'il fait une politique généraliste ou une politique ciblée. Mais c'est pas mon affaire. Compris. Et c'est important que le débat avant mélanger, qu'au fond, c'est pas personne ne peut nous de cette recherche. Merci. Oui, très brièvement. Moi, un regret, un conseil, une idée. Le regret, et ça peut faire l'occasion d'un débat suivant, c'est attention, tout ça c'est très bien, mais il va falloir trouver des moyens. Et il va falloir les trouver rapidement. Le conseil, ça ne se fera qu'avec le terrain, avec les professionnels. Et il va falloir les informer et les former et avoir leur adhésion et leur soutien. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut pas faire, comme par exemple aux États-Unis, avec la grande cause nationale sur l'obésité des enfants, qui concernait tous les enfants, avec Michelle Obama comme porte-parole, etc. Est-ce qu'on peut pas faire une grande cause nationale sur le vocabulaire pour les enfants, pour consolider les acquis des plus fragiles et faire en sorte que ceux aussi qui peuvent aller plus vite aillent plus vite, de telle sorte que le groupe soit entraîné vers le haut. Merci. Benoît Ménard. Alors, s'il vous plaît. Comme on est presque au bout. Enfin, on a 4 minutes, donc ça, je vais y arriver. J'ai 3 choses à dire, donc en 4 minutes, ça va aller. Premièrement, je suis favorable à entreprendre. Je ne sais pas, quelqu'un disait, on critique les gens qui entreprennent. Et je ne voudrais pas laisser penser que pour entreprendre, il faut forcément avoir un statut lucratif. De ce point de vue-là, la grande majorité des associations depuis 1921 et avant ont prouvé largement leur capacité d'innover et d'entreprendre, et ne croyez pas que l'esprit d'entreprise et d'innovation est lié à la rémunération du capital. Il y a énormément de gens qui font sur le terrain des choses au quotidien, et je crois qu'il faut le souligner parce qu'il y a une petite dérive là quelquefois qui me fatigue un peu. Voilà. Deuxième point. C'est cruel de lancer ce débat maintenant à 3 minutes de la fin. C'est pas un débat, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Deuxième point, oui, j'entends qu'il y a tout un tas de problèmes sociaux et qu'il y a d'autres enfants qui sont de familles vulnérables, enfin qui sont en vulnérabilité que les enfants qui sont en situation de pauvreté. Mais pour un gestionnaire, Benet sans doute comme moi, mais au moins il y en a un qui est assez facilement identifiable et qui peut faire l'objet d'une mesure de prise en charge. Autant mesurer la pauvreté, ça se fait, il y a un chiffre, c'est une famille en situation de pauvreté, c'est quelqu'un qui gagne moins de 60% du revenu médian, c'est facile à identifier. Autant, même si je n'ignore pas les questions de violence conjugale et d'alcoolémie, c'est un tout petit peu plus compliqué de demander à la CAF de faire une ristourne si on prend quelqu'un en fonction de son taux d'alcoolémie. Donc, moi je suis pratico-pratique, je suis d'accord qu'il faut prendre l'ensemble, mais commençons par là où on peut être pratique et avançons. Donc on dit à la CAF, voilà, essayons de trouver des moyens en termes de financement pour qu'on puisse accueillir la famille. Dernier point juste, la question de la désignation. Personne n'écoute, donc s'il vous plaît, encore quelques instants. La question de la désignation dont vous parlez, je ne vois pas où est le problème, à part éventuellement dans la dernière circulaire PSU qui permet de facturer des prestations annexes. Ça, on n'est pas très favorable parce que justement là, ça dissocie. Mais autrement, quand on prend le transport, si vous avez un tarif réduit, vous êtes assis, on ne sait pas qu'est-ce que vous a payé. Et on ne demande pas au gestionnaire de mettre une étiquette sur l'enfant. Tarif réduit, famille vulnérable. C'est juste de donner les moyens pour qu'on puisse les accueillir. Ça ne désignera pas particulièrement au reste de la société l'enfant comme étant d'une famille vulnérable. Donc je crois que là, on se crée des faux problèmes. Merci. Alors, merci à nos invités.